Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 63e épisode des UBBistes. Je suis ravi de vous retrouver malgré ce week-end complicado pour notre belle UBB. Yann, j'ai reçu pas mal de messages pour savoir si ton portable, ton ordinateur et ta télé allaient bien. Tout va bien, c'est bon? Tout marche bien, tout marche bien, c'est bon. Bon, il faut... Je suis calme maintenant. Ouais, enfin, il faudrait quand même peut-être pas une mésaventure samedi parce que là, je pense qu'il y a des trucs qui vont voler dans Orléans, quoi. Non, ça va. Enfin, j'y crois pas. J'y crois pas. Ouais, mais bon, Enfin, j'y pense même pas. ouais. Col, scotch, tout ce qui est à portée de tes mains quand même, on sait jamais. Et vous l'aurez vu, on accueille notre... c'est un peu notre coloc maintenant, celui qui est pas tout le temps là. On sait pas bien s'il vit ici, mais bon, de temps en temps, on voit un caleçon traîner dans la salle de bain, donc on se dit qu'il est pas très loin et qu'il est toujours là. Salut Dylan. Salut les gars, ouais je suis là, déjà ça y est, je pop comme ça de nulle part des fois, je reviens de soirée qui a duré 3 semaines finalement, Et ouais. un peu le papa qui est parti chercher des clubs quoi, mais je reviens. Bah, l'inverse du coup. Ouais, Bah, ça tombe bien en plus parce qu'on nous a dit que tu étais le roi du Macumba fut un temps, donc bien sûr, c'est ça a emballé la piste de danse sur DJ Belette et Somariba, soirée mousse bien sûr. sûrement sûr. Les plus vieux se reconnaîtront évidemment. Bon, les plus vieux, je sais pas, mais en tout cas, ceux qui. Ça fait un moment que ça a fermé quand même le Macumba, donc ceux qui nous écoutent et qui ont 25 piges typiquement, je pense qu'ils ont jamais eu l'honneur et la chance, le privilège, que dis-je, de passer une soirée mousse au Macumba quoi. Ouais. Bah, moi, j'ai pas eu cette chance non plus. C'est peut-être un des regrets de ma vie, quoi, quelque part. Ouais, je comprends, c'est terrible. Je crois qu'il en reste un Macumba en France. Ok. Je sais même pas s'il est pas à côté de chez Yann, ça c'est le genre de bled où t'as encore des Macumbas, ça. Ouais, Bon, dans bref. une petite zone Pardon. commerciale, ouais, ça doit être sympa. Mais écoute, Ouais, tu on vois. fera peut-être une soirée ubébiste au Macumba si quand on gagnera le Brennus. Dylan, on te retrouve toujours sur Jab Life pour Toujours. parler bagarre. Toujours pour parler bagarre sur Jab Life. Bon, Toujours, bah, toujours. Ça bouge pas. allez faire un petit tour sur ce doux podcast. Cette semaine, on ne vous a pas sollicité pour trouver un titre parce qu'on tenait à rendre hommage à quelqu'un qui est décédé la semaine dernière. C'est Monsieur Charles Papy Cacahuète. Alors, je suis pas très bon là-dedans, et je trouvais que l'hommage des United Bébés était très bien. En tout cas, ce qu'ils ont pu écrire sur Instagram. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vous lise un peu l'hommage qu'ils ont rendu à Papy Cacahuète. C'était cette personne que vous voyez depuis des dizaines d'années aux abords de stades, d'événements, dans Bordeaux et puis enfin, dans l'agglomération, et qui vendait ces petites cacahuètes. Donc, je vous lis le petit message qu'ont laissé les United Bébés. Hier, nous avons appris le décès de notre Papy Cacahuète, figure emblématique des stades depuis de nombreuses années. Nos parents et grands-parents le connaissaient déjà et nous avons tous grandi avec cette belle image de ce petit papy, si souriant, bienveillant et toujours à nous faire sourire comme si c'était notre propre papy. Il n'a manqué aucun match sous la pluie, dans la tempête ou sous le soleil. Sa présence était rayonnante et nous donnait à tous le sourire avant les matchs. Une petite bise, une conversation, c'était devenu un rituel pour beaucoup d'entre nous. Alors par cette banderole, c'est l'hommage qu'ont fait les United Bébés avant le match ce samedi. Un geste qui pourrait paraître simple, certes, nous avons voulu rendre un dernier hommage. Oui, parce qu'il va nous manquer, son absence désormais se fera ressentir partout et tout le temps. Nous avons une pensée émue pour sa famille, ses proches et toutes les personnes l'ayant côtoyé. Monsieur Charles, Papy Cacahuète, donc, qui est décédé la semaine dernière, et on tenait aussi, nous, quelque part, à rendre hommage à cette personne qu'on pouvait croiser en allant au stade. Donc voilà, on se joint un peu à ce bel hommage qu'ont rendu les United Bébés. Et voilà, on associe du coup cet épisode à ce monsieur Charles qui nous a quittés la semaine dernière. On va passer du coup maintenant à l'épisode. Une fois que ce petit message est passé, on remercie les tipeurs, enfin le tipeur de la semaine, Pollux, Polochon, Polopive, le roi du papillon qui est un pote à moi. Donc merci Polo, tu nous aides beaucoup. On vous rappelle que vous pouvez participer au podcast en likant, en mettant des j'aime, en parlant à vos amis, ça nous aide évidemment énormément. En ce moment, on essaie de développer un peu la chaîne YouTube, donc si vous voulez aller vous abonner sur YouTube, c'est la chaîne UBBist. On poste tous les épisodes, des extraits, des extraits de matchs des Espoirs ou des Lions quand Yann peut faire les
vidéos, donc quand les matchs sont diffusés. Voilà, on essaie de faire monter un petit peu cette chaîne YouTube, en plus du coup de Spotify, Deezer, Apple Podcast et compagnie. Voilà pour l'introduction de cet épisode. Je vous propose qu'on passe au résumé du match. Bon, pour le débrief de ce choc face au Stade Français, ça a été un peu la douche froide, on va pas se mentir. On espérait tous surfer un petit peu sur cette dynamique incroyable de la Champions Cup, mais on est tombé sur un os ce samedi, ou plutôt un bloc parisien très réaliste. Le début de rencontre a été vraiment un cauchemar. On n'y était pas du tout, et en 10 minutes, même pas 7 minutes, 14-0 Daku Waka, puis Joe Marchant. Sur une pénalité jouée vite, on a senti que les joueurs de l'UBB étaient un peu amorces, sûrement encore un peu émoussés de ces 2 combats face aux Saints et à Bristol. Heureusement qu'on a eu une réaction. Arthur Retière, qui dépannait à la mêlée, nous met dans le sens de la marche avec un essai plein de malice. Puis Jefferson Poirot fait parler sa puissance et puis sa vitesse aussi, malgré tout, pour qu'on revienne à égalité. Mais avant la mi-temps, c'est Alaou, je vais faire une Yann, tu vois, Alaï Fonoua qui va marquer son petit essai, et on va virer à -7 en allant au vestiaire. Et en deuxième mi-temps, on retrouve quand même un peu plus notre UBB qu'on avait déjà pu retrouver en cette fin de première mi-temps. Et Mathieu Jalibert nous sort un petit coup de son chapeau, son classique petit par-dessus, il récupère, il aplatit. Bref, un Mathieu Jalibert dans le geste. Et quelques minutes plus tard, c'est Salessi Rayassi qui nous fait son petit numéro classique sur l'aile, bien servi par Jalibert puis Palu. Les Bordelais repassent devant 28-26, mais finalement c'est Paris à la 68e par Johan Tanga qui va venir passer devant 28-33. Ce sera le score final, puisqu'on n'arrivera pas à repasser devant malgré une dernière touche après la sirène aux abords, enfin dans les 22 parisiens. 28-33, on repart avec le bonus défensif, une maigre consolation. Et comme pour toutes les défaites, je vous propose qu'on passe au point positif d'abord. Et avant le point positif, Yann, tu m'y fais penser. Un petit mot sur le Stade Français. Ben ouais, une équipe qui est venue avec des intentions, qui était plus prête collectivement, je pense, à faire du combat, et qui a fait plutôt un très bon match. Avec des belles individualités. Dakuaka était en feu sur son aile et il nous a fait très mal. J'ai bien aimé aussi Ward qui fait son exploit sur son essai, même s'il est bien aidé par une défense un peu passive. Mais voilà, ils avaient une stratégie, ils avaient visé de nous attaquer très très fort parce qu'ils savaient qu'on allait peut-être être amorphe suite à cette Champions Cup. Moi, j'avais un peu peur de savoir si on avait la capacité à se refaire mal et re-attaquer comme on a pu attaquer ces 2 matchs de Champions Cup. Et visiblement, ça n'a pas été le cas. Et eux, ils ont profité, et très bien. Donc, en plus, après, pour finir avec un gros paquet d'avant. Donc, ils avaient bien ciblé ce match. Et puis, ils ont réussi leur coup. Donc, bravo à cette équipe du Stade Français. Ça me fait rire parce que Daku Waka, c'est vraiment le joueur qui est capable du pire comme du meilleur. Il a fallu qu'il sorte son meilleur ce jour-là quand même. C'est quand même terrible parce que effectivement, je pense qu'ils avaient bien ciblé les secteurs qui allaient nous emmerder. Et on en reparlera dans les points négatifs plus tard, mais notamment la couverture de fond de terrain, vu la composition qu'on avait alignée, qui pouvait être un de nos problèmes. Et effectivement, ça a été hyper bien géré. Et puis ils avaient la dalle, ils avaient envie de se battre. On a du mal, nous, à chaque fois, à revenir de Champions Cup. C'est pas la première fois. L'an dernier contre le Stade Français déjà, contre Lyon. À chaque fois, on a du mal à revenir de Champions Cup. Donc c'est un match qu'ils avaient, je pense, coché. Parce que t'as beau avoir en face l'équipe qui est première du coup en Champions Cup et en Europe et qui est champion d'Europe en titre et tout. Je pense qu'ils savaient. En plus, on est déjà tombé à Chaban cette année. Donc il y avait plus côté forteresse imprenable, etc. Je pense moi qu'ils avaient ciblé ce match et qu'ils sont venus exactement avec les intentions qu'il fallait et le game plan qu'il fallait quoi. Et du coup ça s'est retrouvé. Ils ont mis du combat, ils ont fait ce qu'ils savaient faire et nous on n'a pas su répondre notamment sur le combat. Donc bravo à eux, rien à dire. Ils sont venus nous battre à Chaban, fair and square. Ouais, la seule différence avec le match, la réception de Lyon l'an passé, c'est que l'an passé contre Lyon, on avait quand même pas mal de mecs qui étaient à Marcoussis la semaine. Si on se rappelle bien, il me semble que Jalibert sortait du banc, Maxime Lucu potentiellement aussi. Enfin, on avait pas mal de gars qui n'avaient pas pu préparer bien ce match.
sur ce match-là contre le Stade Français, on a du coup moins cette excuse-là, même si on a d'autres excuses comme le nombre de mecs blessés, notamment au poste de 9, avec notamment le forfait de Martin Pagerello en dernière minute. Mais c'est vrai que c'est quand même une équipe solide qui a bien défendu. Elle a fait le match un peu parfait du coup à l'extérieur, comme Pau avait pu le faire un peu plus tôt dans la saison. Euh, ouais, une équipe solide. Après, voilà, elle m'a pas particulièrement impressionné. Je pense que ce match, on aurait pu le prendre malgré tout. On va revenir ensuite sur les axes d'amélioration qui auraient pu permettre de prendre ce match. Mais d'abord, il y a quand même eu des bonnes choses sur ce match. Peut-être Yann, tu veux commencer par quelque chose? Mais sur un truc où j'avais un peu peur, je dois dire, je vais commencer sur ça moi, la mêlée. Franchement, on sait que le Stade Français est une grosse mêlée. Tu vois, est-ce que on allait pouvoir enchaîner autant de bons matchs? Parce que ça fait quand même plusieurs fois où on est très très costaud, hein. Northampton a été quand même l'immense match où on a obtenu 6 pénalités de Sadi. Et c'est vrai que le Stade Français est une belle mêlée et ils ont 2-5 de devant qui sont solides. Et globalement, on a vu que jusqu'à la sortie de Coleman ou un peu à la 48e, on a sorti un peu tout le monde là, nos poids. On a été plutôt bien, puisqu'on a obtenu, je crois, on n'est pas loin d'avoir obtenu 3 pénalités. Il y a eu des bras cassés. Je crois qu'il y a juste Poirot qui est pénalisé une fois. Mais globalement, on a fait plus que rivaliser. Il y a même cette mêlée qui est assez impressionnante où Poirot arrive à, parce que Aloemi il essaye de talonner. Je sais pas pourquoi il essaye de faire ça d'ailleurs, mais il essaye de talonner et puis après il est que sur un appui et Poirot l'enfonce. Donc c'était assez appréciable. Mais ouais, on a été, je trouve, solide. Après, c'est vrai que le problème, c'est qu'on a sorti Coleman et on avait plus que Palu Gré, et même si on avait une première ligne qui était ultra costaud, t'avais Gardra qui est pas non plus un énorme poids, t'avais Jacobs qui est pas non plus un énorme poids. Je pense que le fait d'avoir Palu aussi en 7, ça te permet de caler ton gaucher. Enfin voilà, il y avait plusieurs trucs dans le 5 de devant qui faisaient qu'on était performant en première mi-temps et que après ça a été un peu plus compliqué mais pas dramatique, hein. Je crois qu'on a pris qu'une pénalité où vraiment on a eu du mal, mais ça n'a pas été dramatique, hein. Avec Sadi, on arrive quand même à avoir une assurance tout risque assez impressionnante dans ce secteur. Mais tu vois, c'est un secteur où il y a d'autres secteurs dans le combat ou dans la conquête où j'avais moins de doutes, où finalement on a eu plus de doutes. Mais la mêlée, très content. Et tu vois, là, tu disais qu'en fin de match, on manquait peut-être un peu de puissance. En seconde ligne, en fin de match, on finit avec un Palu Jacobs, je pense. Vu que Van Taillefer rentre à la place de Gray à la 71e. Donc effectivement, au bout d'un moment, il nous a manqué quand même des gros pour aller pousser en mêlée, même si je suis pas sûr qu'il y ait de mêlée, peut-être une après la 71e. Mais c'est vrai que ça a été très 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 efficace. À la 17e, on était déjà à 3 pénalités gagnées sur mêlée. Ensuite, il y a un bras cassé et je crois qu'on en gagne encore une derrière en première mi-temps. Donc ça a été vraiment une grosse source de satisfaction. Ah, et puis la mêlée, c'est un effort collectif parce qu'on parle souvent de la première ligne et on a souvent le truc sur les droitiers et les gauchers notamment. C'est un vrai effort collectif et la preuve, c'est que la mêlée évolue même en n'étant pas la même mêlée qu'on avait à Northampton par exemple. Notamment la première ligne où t'as que Jeff qui était dans les deux cas. Mais Big Ben, contrairement à ce que je pense beaucoup de gens imaginent, c'est pas un immense pilier de mêlée fermée, hein. C'est un bon pilier de mêlée fermée, ça stabilise, il est très stable et il est dur, il est très dur à prendre pour le coup. Mais par contre, c'est pas un transpalette comme ça dit. C'est-à-dire, il va pas t'enfoncer des mêlées autant qu'un gars comme ça dit. Et la preuve que ça bosse bien à l'UBB sur la mêlée, d'un point de vue collectif, parce que là, on a retrouvé l'esprit dominateur qu'on avait quand on avait potentiellement notre première ligne la plus dominatrice possible, c'est-à-dire Jeff, Max et Ben. Où ça, c'est vraiment notre première ligne qui va casser des culs en mêlée, tu vois. Et du coup, je suis content de voir que notre mêlée tient la route, même en switchant de pied droit et de talonneur. Ça, c'est vraiment une source de satisfaction. Je voudrais mettre en avant, je vais pas être original, hein, mais Mathieu Jalibert, parce que il y a plusieurs trucs alors, à décortiquer dans son jeu, parce que j'ai vu passer des trucs extraordinaires, notamment sous les posts de Canal et puis de tous les autres. Je pense à Gauthier, à Pablo, etc. sur Twitter. De son essai magistral qui se fait tout seul depuis ses propres 50 mètres. Comme quoi il se trouve en défense après sur l'essai derrière.
Non, il se trouve pas. Il prend juste un contre un, il prend un crochet et il se fait prendre. C'est pas faire de la air défense ou c'est pas être mauvais en défense. Faut jamais avoir foutu les pieds sur un terrain de rugby pour dire ça quand même. Il se fait juste prendre par un mec qui arrive lancé, qui met un énorme crochet dans une zone où il y a personne qui couvre. Bon, voilà, ça arrive à tout le monde. Moi, je trouve qu'il a été très bon en défense sur ce match, surtout dans l'attitude et dans les intentions. C'est-à-dire que au-delà de sa faute, de son plaquage haut là, parce qu'il met trop d'engagement. C'est pas vraiment une faute parce qu'il a pas envie de mettre l'épaule comme il pouvait faire avant en défense. Là, il met trop d'engagement et en fait, il a mis de l'engagement en tout le match. Dakuwaka, il a 2-3 plaquages sur Dakuwaka qui sont salvateurs, honnêtement. Et notamment sur l'essai de Jeff Poirot. Sur l'essai de Jeff Poirot, c'est incroyable ce qu'il fait. Parce qu'il y a une action offensive où il résiste debout, il résiste à 2 plaquages, il perce, il re-résiste, il fait sa passe, il met son coup de pied dans une partie parfaite du terrain, il court, il met un plaquage à Dakuwaka qui fait péter le ballon, qui peut être aplati par Jeff. Enfin, c'est pareil, on a vu beaucoup son action individuelle, mais ça aussi, l'essai, il le fait tout seul. C'est un facteur X à un niveau, je pense que là il arrive à un niveau de facteur X où même en défense c'est plus un souci. Et en fait ce sera jamais le meilleur défenseur du monde, mais le fait que ton 10 qui est aussi fort offensivement soit en plus solide défensivement et qui s'y file, c'est-à-dire que quand tu loupes un plaquage et que le mec passe, si t'as quand même mis l'épaule, tu l'as ralenti. C'est différent de faire de la air défense, de pas tenter le plaquage, ou de faire un plaquage sans aucune envie, sans aucune velléité, auquel cas, là, le mec, tu le ralentis pas, et du coup, il passe vraiment, il traverse. Là, Jalibert, il est important dans tous les secteurs de jeu. C'est plus un poids en défense dans la ligne. Bon, la gestion, quand il a envie de te lâcher des coups de pied, il fait presque des 22-22 à chaque fois qu'il a envie de lâcher un coup de pied. Et on a vu, et ça ce sera pour plus tard dans l'émission, mais on a vu que là il est tellement fort qu'on est en train de créer une petite Jalibert dépendance, comme il y avait eu à un moment donné à Toulouse avec la Dupont dépendance qui n'arrivait pas à jouer quand Dupont n'était pas là, il y a 3-4 ans. Là ça commence à ressembler un peu à ça aussi chez nous, où il est tellement fort qu'en fait des matchs comme ça, qui sont extrêmement difficiles, qui sont des matchs très fermés, le mec arrive à débloquer des situations parce qu'il y a vraiment 2 essais qui sont 100% pour lui. Et c'est pas rien quand t'as marqué 4 essais, tu vois. Donc 5. Donc ouais, franchement, non, 4. Énorme, non, 4. Et, énorme match de Jalibert, moi ouais, franchement, j'ai plus quoi dire. Tu dis 2 essais. Bon, celui que Merayassi ou la passe de Jalib pour Palu, elle est Ouais. quand même Oui. sacrément. Enfin, elle fait la diff, quoi. Donc, allez, 2,5, on va lui attribuer. 2,5, ouais. Juste pour balancer un peu cet avis ultra positif, effectivement, tu l'as mentionné, ce plaquage un peu haut sur Abadi qui s'est pris pour Neymar sur l'action. Du coup, ça te fait perdre un gros temps fort. Un autre temps fort qui est perdu, il me semble qu'il fait un petit en avant de passe, mais il me semble qu'il y a un avantage sur l'action, donc on repart sur une mêlée. Il y a une chandelle un peu trop longue, mais c'est vrai que globalement, c'est encore masterclass de Jalibert. Ouais, il est en super forme, hein. 10 défenseurs battus. Ouais, il crée avec rien, donc bon voilà, on a hâte de. Maintenant qu'il est reposé, on a hâte de le voir performer contre l'Irlande. On va en parler, hein. Putain, les deux là, oh là là, les deux là, Jalibert, Dupont. Si Galtier a une illumination divine dans la nuit là, qu'il a quelqu'un qui lui apparaît en toge et qui lui dit écoute Fabien, va falloir les laisser un peu jouer, arrêter ton truc en black là. Oh, mon dieu, je crois on peut assister à quelque chose de très très grand, vraiment. Ouais. Ça va être sympa, ouais, je pense. Ouais, je pense qu'on en parlera un peu plus la semaine prochaine, du coup, vu que le match est dans 10 jours. Pour rester sur l'UBB, moi, j'ai bien aimé l'entrée de Romain Gardra. Je trouve qu'il nous a fait du bien dans un secteur où on a eu beaucoup de mal, c'est la touche. Il a un bon jump. Alors, il n'a pas la puissance d'un Temo, mais dans le profil aérien comme ça, je trouve qu'il a fait du bien en troisième ligne, jumper, mobile. Après, il n'a pas fait d'énormes différences, mais je le trouvais plutôt disponible et j'avais peu noté ses premières apparitions. Et là, je trouve que sur des moments un peu clés, c'est lui qui contre une touche du Stade Français dans nos 5 mètres. Bon, après, on n'arrive pas à se dégager parce que Carlou envoie une saucisse à Penaud qui ne peut pas faire grand-chose. Mais du coup, Gardra, moi, j'ai bien aimé et j'ai envie de le revoir. Non, mais c'est bien. En plus, lui, il faut que, à l'instar d'un Mathieu, il faudra qu'on arrive à le développer physiquement.
parce que forcément il va falloir prendre un peu de masse pour développer sa carapace. Mais ouais, c'est un joueur intéressant, hein, très, bah, de toute façon c'est un peu un sétiste, hein, très mobile, grosse explosivité. Je l'avais bien aimé aussi contre les Scarlets. Il avait fait c'était une petite entrée, je crois que c'était contre les Scarlets, où à un moment il me revient en travers sur un mec. Il a des belles attitudes au plaquage. Ouais, il faut. De toute façon, lui, voilà, il sait ce qu'il faut pour qu'il continue à progresser, et je pense que ça va passer par forcément une prise de masse sans essayer de perdre un peu sa disponibilité et sa vitesse. Je vais faire un petit hommage aussi au passage à Damien Penaud. Moi j'avais très peur, et d'ailleurs je vous l'avais dit par message, moi j'avais très peur de sa réaction, de pas être appelé du tout dans les 42, qui soit, on a entendu des bruits de couloir comme quoi il était vraiment touché par ce qui se passait. Ça a été confirmé dans l'interview par Jalibert notamment. J'avais peur que du coup ça fasse l'effet inverse de ce que voulait faire Galtier, c'est-à-dire que ça vraiment le mette au bout. Commence à poster des stories avec sa meuf à son mariage, déjà 6 mois et tout. Tu fais, bon, le gars il est en train de tomber dans une dépression, il est obligé de se rassurer avec des bons moments, tu vois. Je fais, putain, ça fait très rom-com américaine, ça fait flipper. Et en fait, il fait un putain de match. Il marque pas d'essai. Ok, il fait un putain de match. Il attrape 2 ballons hauts sans faire de claquettes. Donc apparemment, il écoute le podcast. Merci Damien. Il les attrape vraiment. Il est en défense. Sur tous les ballons. Il est dans la violence. Et vraiment, il avait besoin de ça. En fait, c'est les attitudes qu'on lui reprochait. Donc, je pense que là, il y avait vraiment un côté, bah tiens, regardez le staff des Bleus. Si je sais pas prendre les ballons hauts, si je sais pas mettre l'épaule quand je plaque. Et en attaque, bah, il est toujours aussi tranchant en fait, qu'on le veuille ou non. C'est juste que là, il y avait vraiment pas d'espace. Mais dès qu'il y avait un micro-espace, c'est un défenseur. Il y a ce potentiel essai en deuxième mi-temps, tout début de la deuxième mi-temps, retour des vestiaires. Ça passe sur deux porteurs qui part en touche. C'est pas la faute de Penaud, hein. On a vu le ralenti. De porter, il est tenu par le maillot. Donc, non, la passe, elle est dans le timing en fait. Donc, ça, normalement, c'est essai. Pareil, il crée un danger parce qu'il lit bien la situation et tout. Moi, j'ai beaucoup aimé Penaud. Bravo Damien, bonne réponse à la décision du staff. Un Damien qui fait ce genre de match où du coup il est efficace sur tous les trucs qu'on lui reprochait. C'est difficile de pas le rappeler derrière, où tu dis bon, je l'ai piqué pour l'Irlande. Pourquoi pas, tu vois. Encore une fois, on va pas refaire le débat 40 fois sur Penaud, Atisogbe, Penaud, est-ce que tu t'écartes tes cadres et tout. La décision est prise, c'est comme ça. Maintenant, c'est beau de rebondir, et moi je suis content parce que c'est vraiment un joueur que j'aime énormément. Depuis très longtemps, hein. Je veux dire, c'était avant qu'il arrive à l'UBB. Moi, quand il était à Clermont, c'était déjà un joueur que j'adorais. Pour moi, Penaud, c'est le French Flair. Voilà. Donc, des fois, il fait n'importe quoi. On lui pardonne parce que c'est le French Flair, parce qu'il sait faire des trucs, il n'y a que lui qui sait faire. Et des fois, il te coûte des points, mais en même temps, il t'en ramène tellement. Et surtout, il te fait vibrer. Ça reste du sport, ça reste du kiff, ça reste du spectacle. Et il te fait vraiment kiffer, Penaud. Il te fait lever en faisant des singeries que personne d'autre fait. Donc, moi, j'ai beaucoup d'affection pour ce joueur. Et je suis très content qu'il commence et tu vois, il a 28 piges. Il commence à étoffer son jeu, il commence à s'épaissir. Et du coup, il peut revenir il peut redevenir le meilleur ailier du monde. Il a tout ce qu'il faut pour. Et en plus, enfin, non, vraiment très content de voir qu'il a pas fait sa claquette, parce que un mec qui fait un 92, qui est ultra solide, qui est hyper explosif, c'est bien qu'il gagne des duels aériens. Je suis content. Et par contre, on peut signaler quand même les 2 box kicks magnifiques de Carberry. Parce que bon, c'est pas évident de rentrer en neuf, surtout en plus quand tu es pas bien, je pense, au club, parce que tu es vachement critiqué, etc. Mais il fait une super rentrée en neuf, 2 box kicks magnifiques qui tombent dans les bras, dans la zone libre où il y avait personne. Penaud peut jouer tranquillement son duel. Donc vraiment chapeau. Il s'est fait coffrer une fois sur une touche, mais après c'était plutôt intéressant. Carberry en 12. Bon, après c'est bien d'avoir un 10 accélérateur avec lui, En 9, hein. mais en 9, pardon, j'ai dit quoi? En 12. Ce qui est moins, Ouais, ce qui est non, moins en 12. intéressant, je pense. Ah oui, en 12, le pauvre. Ok, il s'y file en défense, hein, c'est un courageux, mais c'était plutôt pas mal en 9. Vraiment intéressant. Ouais, parce qu'il n'a pas trouvé son... Attends, qui c'est J'ai vu un tweet qui disait que en 8 minutes en 9, Carberry avait fait mieux que, que sur toutes ces 7 minutes en 10 à l'UBB. Évidemment, bon, on n'est pas tellement d'accord ici, mais c'est vrai que tu vois, sur son jeu où bah, il joue très à plat, il attaque peu la ligne, même s'il a un peu fait quand il était en 10, mais bon, il n'a pas les appuis ni le physique de Jalibert. C'est vrai qu'en 9, ça correspondait à peu près. Et
en point positif, je mettrais un peu nos demi de mêlée. C'est-à-dire que je trouve que Retière, il a fait plutôt une bonne partition en neuf avant qu'il prenne son protocole commotion. Carberry, le peu qu'il a joué, ça allait. Et Uto, il n'a pas fait de différence, mais je suis content qu'il reprenne du temps de jeu et qu'il reprenne tout court d'ailleurs. Uto, c'est incroyable, hein, parce que franchement, il n'était pas du tout prévu, quoi. Là, il revient d'une blessure au genou. Je pense qu'il doit être oxy physiquement. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense qu'il n'est pas rentré directement en neuf et qu'il a préféré décaler d'abord Carberry parce que sinon le pauvre aurait pété. Donc ouais, content. Mais de toute façon, en plus, avec Retière qui s'est pris un KO, Pagerello, on sait pas trop où il en est. Uto, il est tout seul, quoi. Donc il y aura peut-être Carberry et on fera descendre un espoir. Mais en tout cas, ouais, heureusement qu'il est revenu parce que sinon on est clairement dans la merde à ce poste. Bah, en plus, il s'est chauffé devant nous dans l'embut. Il grimaçait pendant l'échauffement, tu vois. Tu sentais tu sentais qu'il avait pas prévu de jouer et qu'il était pas en canne. Enfin, que c'était dur, tu vois. Et bon, je pense que tous ceux qui ont fait du sport une fois dans leur vie voient de quoi je parle. Quand vraiment t'as les jambes lourdes, il avait vraiment cette attitude. C'était le seul à l'échauffement qui avait pas l'air au top et qui avait l'air plus angoissé de rentrer, tu vois, qu'autre chose. Et du coup, par contre, il va falloir acheter un casque de foot américain à Arthur et demander une dérogation parce que là, si à chaque fois qu'il fait un match, il prend des commotions, le pauvre, au bout d'un moment, Après c'est le il va mal vieillir, tu vois. après c'est le risque, hein. Enfin le problème c'est ça, c'est je pense qu'on l'a fait reprendre tôt parce qu'on avait ce besoin, mais les commotions c'est problématique, quoi. C'est-à-dire que du moment que tu as pris une fragilité, après, dans les 2 semaines qui suivent, même si tu as passé tous les protocoles World Rugby qui sont assez drastiques, ben, un mauvais coup et puis tu repars, quoi. Donc là, je sais pas combien de temps il va être arrêté, mais ouais, très compliqué. Bah, tu sais que je prends un exemple d'un truc que je maîtrise, la boxe, les sports de combat de manière générale, quand tu prends un KO, t'as un temps de repos minimum à respecter qui est beaucoup plus important qu'en rugby, hein. Tu prends un KO, c'est 6 mois, hein. Y a pas, tu peux pas revenir, je crois, enfin ça dépend des commissions athlétiques, etc. et des endroits dans le monde, tu vois. Je crois que si je dis pas de conneries, par exemple, le Nevada, c'est 6 mois après un KO minimum. Et en France, si t'as pris un KO dans l'année, ils te font refaire tous les examens possibles imaginables au niveau des yeux, au niveau des capacités cognitives, etc. Donc au rugby, ça va vers le mieux, les protocoles commotion et tout, mais on a encore beaucoup de largesse quand même, on va dire, au niveau de ça, parce que reprendre 2 semaines après un vrai gros KO, parce que il avait pris quand même cher contre Northampton, pour moi c'était équivalent à un KO que tu prends en boxe, hein. Euh, 2 semaines, c'est pas beaucoup. Donc je dis pas que le staff met en danger les joueurs et tout, loin de moi cette idée et ces propos, hein. Mais 2 semaines, c'est pas beaucoup. Pour ce genre de KO, vraiment, ça me paraît quand même. Et si Max est là, jamais il reprend au bout de 2 semaines. Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi le contexte fait que, tu vois, c'est pas de la faute du staff ou d'Arthur. C'est le concours de circonstances un peu casse-couille là, en demi-mêlée, j'avoue. C'est le cas de tous les joueurs qui jouent beaucoup trop. Carlou Sadi, Boris Palu, enfin tous ces joueurs-là qui jouent beaucoup, beaucoup trop et que le staff aimerait reposer, mais c'est parce qu'il y a des circonstances qui font que il n'y a pas tellement le choix. Si tu veux rester un minimum compétitif et pas envoyer des crabos, tu es obligé de les faire trop jouer, de prendre ce risque-là, malheureusement. Il faut que ce risque soit maîtrisé et porte pas atteinte à la santé du joueur. Là, vraisemblablement, il y avait quand même du coup, les accords des médecins, etc. Mais il n'aurait pas dû jouer autant. Mais c'est vrai qu'il y avait en plus du coup, le forfait de Pagerello qui n'a pas aidé. Carrément. Après, il fait un bon match, hein. Pour le coup, vraiment, il a bien conduit le jeu. Un peu, bon, mais ça on en parlera dans les points négatifs. C'est vrai que dans la couverture, avec que ce soit lui et Rayassi, tu sens qu'ils ont moins l'habitude. Mais par contre, il a bien collé au ballon. Ses sorties de camp étaient plutôt propres. Puis après, il marque ce bel essai où il voit la faille en attaquant la zone 1. Donc vraiment, vraiment un très bon match de Retière. Ouais. En point positif, et ça c'est un peu Yannick Bru qui l'a souligné en conférence de presse d'après-match. On va arrêter de se prendre le chou avec ce top 2. Vous savez, on se libère un peu. Comment il a dit ça? On s'enlève ce sac de sable des épaules. C'est vrai que finalement, on va se dire que, alors si par chance ou grâce à une belle série, on arrive finalement à ce top 2, très bien, mais on va arrêter de se focaliser là-dessus, de se poser la question toutes les semaines, est-ce que on peut encore le viser, etc.
Maintenant, il faut juste focus Champions Cup, mettre toutes les forces dedans, et puis ensuite à côté, attraper le wagon pour faire les barrages, et puis on jettera toutes nos forces dans la bataille au printemps, quoi. T'as une équipe, vraiment pour tempérer justement toutes les inquiétudes autour du oui, mais là on est plus top 2. Oui, d'ailleurs, enfin là, j'ai vu qu'on jouait le top 10, hein, donc cool. À équipe complète, parce que vraiment, là, il y avait quand même des remaniements. Il te manque, on parlait de Factor X, il te manque Louis Bielbiarré, par exemple. Il y a 2 essais qu'on prend pas si Loulou il est là. 3. Il y a 2 essais en plus qu'on met si Loulou il est là, parce que les situations font que. Donc, il n'y a pas Maxime Lucu, le Maxime Lucu, qui est vraiment le mec qui nous met dans le bon sens, que ce soit dans la tête ou dans le jeu. Il n'y a pas Caso, enfin je vais pas faire toute la liste, il n'y a pas Jean-Luc Duprez, en fait tous les secteurs où tu as un peu pêché, c'est des secteurs où tu pêches pas Cameron Woki, puisque la touche, c'est des secteurs dans lesquels tu pêches pas quand ils sont là. Voilà. Et c'est les secteurs dans lesquels on a pêché sur ce match. À équipe complète, je pense que vraiment, on a peur de personne. Je dis pas qu'on bat tout le monde, je dis pas qu'on bat un Stade Toulousain au complet sur une finale, etc. Mais on a peur de personne. Voilà, faut être très clair là-dessus. Donc, pas de panique. L'an dernier, on a eu des moments où pareil, on se disait ah là là, ça y est, le top 2 nous a échappé dès qu'on perdait d'un point. Quand Penaud il fait sa passe et qu'on perd un point de bonus, tout le monde a dit ça va coûter cher à la fin de la saison, comme si on allait descendre. Bref, alors les gens n'apprennent pas parce que c'est les mêmes qui continuent à nous faire chier un an après, à nous dire ça y est, c'est la descente. Mais en fait, Donc, au même moment, voilà. quand tu perds contre Lyon à domicile, c'est vrai que là c'est la panique. On voit Toulon Voilà. finir deuxième et nous on va faire les barrages. Effectivement, tu vas quand même en finale de top 14 et t'es champion d'Europe. T'es pas à l'abri que Pau il pète, hein. Attention, hein. Enfin, et je leur souhaite pas parce que vraiment ils ont un jeu magnifique et moi j'adore les regarder et j'aime beaucoup les Palois et la section paloise que ça représente dans le rugby. Mais ils ont pas une profondeur de banc non plus extraordinaire et infinie. Donc t'es pas à l'abri qu'ils pètent. Il leur manque 3 gars, c'est plus la même équipe, tu vois ce que je veux dire. Donc là ils ont de la chance en ce moment, ils sont au complet, ils sont en pleine bourre. Bon, ils ont quand même pris une gifle à Toulouse, mais bon, tout le monde prend des gifles à Toulouse, donc au bout d'un moment, voilà. Bienvenue au club. Mais tu peux pas. Enfin, t'es pas. Moi, je pense que t'es pas éliminé factuellement pour la course au top 2. Par contre, je pense qu'il faut pas que ce soit l'objectif. C'est-à-dire que déjà, si on est dans le top 4, recevoir un barrage à la maison, encore une fois, le barrage, c'est le match en plus, machin et tout, ça fatigue. Oui, mais ça, c'était avant. Avec l'équipe qu'on a aujourd'hui, moi, je suis désolé. Un barrage à domicile, ça veut pas dire qu'on va pas en finale ou qu'on a perdu la finale. Je pense qu'encore une fois, si tu as ton équipe complète sur le barrage, la demi et la finale, moi, perso, j'ai peur de personne. Je dis pas qu'on gagne le top 14 cette année, hein, mais j'ai peur de personne. Ah, je suis d'accord. Là, pour le coup, je pense qu'on a un 3 types, même qui fait partie des meilleurs européens avec Toulouse. De toute façon, Oui, c'est les 2 meilleures équipes, je pense. oui, oui. Donc, parfait. Moi non plus, Ouais, j'ai pas trop de doutes. Bon, après, non, l'année dernière, ils avaient fait pareil. Et à un moment donné, même avant la Champions Cup, tu vois, ils commençaient à dire bon, le top 2, on n'y arrivera pas aussi. Enfin, bon. Voilà, on va attendre. Est-ce que c'est pas pour piquer aussi le groupe des seconds couteaux entre guillemets Ouais, on verra. Et de toute façon, il faut attendre. On va attendre après le tournoi de destination, cette période des doublons. Ça peut aller assez vite le rugby et le top 14. Hein, il suffit des séries. Donc, si les mecs prennent confiance, je pense qu'on a quand même des bons joueurs, même si on n'aura pas nos internationaux. On a quand même de très très bons joueurs et on aura un paquet d'avant qui sera solide. Et en plus, on aura des plages de repos, ce qui est jamais arrivé depuis 6 mois. Là, on va avoir des matchs, 2 matchs, après repos 2 semaines, un match, une semaine. Enfin, on va pouvoir vraiment avoir des mecs frais et un pack frais. Donc bon, on va attendre la fin de ces doublons. Ouais. Pour finir ces points positifs, je crois que Dylan, toi, tu avais un mot sur notre capichef du match. Ouais, deux porteurs, 2 trucs. Le joueur déjà, parce que bon, une connerie de plus dite par les commentateurs. Pff, les commentaires, ça a été dur sur ce match. Une connerie de plus, comme quoi il a pas été en vue, il a été très bien muselé et tout. Pff, il a avancé à tous les impacts. Il a avancé à chaque fois qu'il a pris le ballon. On était arrêté, il avançait. Donc c'est pas vrai. Il a été ultra performant en défense, il est toujours bien positionné, il glisse toujours bien. En fait, juste si on regarde Nicolas Deporter jouer vraiment caméra unique, là, comme le match de Zidane au Real à l'époque, c'est propre, tous ses déplacements, tous ses placements tout court, il est tout le temps propre, il est tout le temps là, donc il est capitaine de défense, ça on n'en doute pas. Et j'ai adoré le leadership parce qu'il est jeune, il est très jeune, il a quoi, 21, 22. Il était dans le respect avec l'arbitre, qui n'était pas un arbitre
enfin qui est pas connu pour être dans l'échange beaucoup. Il y a des arbitres qui sont plus dans la pédagogie et dans l'échange que d'autres. Nico, il allait voir, il essayait de comprendre, il discutait, toujours dans le respect pour pas se foutre l'arbitre à dos. Il a fait ça très intelligemment. J'ai beaucoup aimé son match en tant que capitaine et donc que leader, et leader par l'exemple aussi. Il s'est donné en attaque, il s'est donné en défense, il s'est donné partout. Même quand il n'y avait pas de solution, il avançait de 2-3 mètres, tu vois. Mais c'est fou ce qu'il est tranchant et ce qu'il est explosif, ce gars, parce que enfin, il est impressionnant. Et en plus, je l'ai pas dit, je voulais le dire au début, mais il pleuvait. Ça se voyait pas autant que ça à la télé comme souvent. Il pleuvait, mais il est tombé des abados tout le match. On était trempés dans les tribunes. Le ballon glissait, donc il y a des moments, la pelouse était collante, tu vois, était lourde, donc il y a des moments qui s'expliquent aussi par la météo. Voilà, c'est pas que des erreurs individuelles ou des trucs comme ça. Et j'ai trouvé que Deporter avait quand même tiré son épingle du jeu, moi, malgré tout ça. Mais c'était quand quoi, on en parlait justement de ce changement de capitaine qu'on réclamait, tu vois, on trouvait un Max Lamotte pas suffisamment incisif avec les arbitres, enfin pas incisif c'est pas le terme, mais il se plaçait pas bien avec les arbitres, même un Jefferson Poirot. Et c'est vrai que bah, finalement quand Max Lucu est pas là, Nicolas Deporter il commence à avoir cette aura, ce statut aussi, parce que bah, mine de rien s'il s'installe en tant que numéro 13 de l'équipe de France, bah, peut-être qu'il va être un peu plus écouté qu'un Max Lamotte ou un Jefferson Poirot. Il a cette prestance. Donc là, je trouve qu'il marque des points là-dessus et il progresse bien sur sa gestion du match en tant que capitaine et sa relation avec l'arbitre. Ouais, c'est très bien. En fait, on avait la discussion quand tu voyais un ficou qui arrivait tout le temps à parler à l'arbitre et de fait l'arbitre regardait la vidéo. C'est vrai qu'il a pris la parole calmement, sans agressivité, et de fait il y a deux actions où après l'arbitre va checker parce que il lui a demandé. Donc c'est ce qu'on demande à un capitaine parfois, surtout quand tu es en difficulté, quand le match commence à t'échapper, une décision vidéo où tu regardes, il y a un en avant, et ben l'essai est refusé, et ben tu repars avec pas moins 7 quoi. Donc ouais, c'est extrêmement important, et de toute façon, je pense que même s'il est jeune, ce sera probablement le futur capitaine de l'UBB d'ici peu, hein. C'est déjà un capitaine à la défense, c'est déjà un mec qui parle à tout le monde, qui donne des conseils, qui est exemplaire. J'ai pas trop de doutes sur son avenir, et notamment sur le fait qu'il va prendre le capitaine. Est-ce que vous avez d'autres points sur les points positifs? Parce que là, j'ai l'impression qu'on a quand même passé un petit moment sur ces points positifs où on passe aux points négatifs. Un point négatif. Allez, on va se régaler un peu. Allez, c'est parti pour les points négatifs. Bon, il y a quand même des choses à dire parce que mine de rien, ce match, on l'a perdu. Moi, je vous propose de commencer parce que j'en ai déjà un petit peu parlé sur Twitter. Je voulais déjà commencer avec un petit débat sur la gestion du cas Mathieu Jalibert. Ça sorti à la 55e minute. Moi, quand j'ai vu ça depuis mon canapé, je me suis dit bizarre. Pourquoi? C'est le joueur, comme Dylan l'a dit, qui est à l'origine de 2 voire 3 essais sur les 4 essais qu'on inscrit. Tu as l'impression que le danger ne vient un peu que de lui, qui a potentiellement effectivement une Jalibert dépendance, en tout cas sur ce match, quand il te manque d'autres facteurs X ou d'autres personnes capables de créer du danger. Et je n'ai pas bien compris pourquoi il sortait. Et Yannick Brul a expliqué en conférence de presse qu'il y avait un peu alors je ne sais pas si c'est un gentleman agreement entre les deux hommes. En tout cas, c'était une espèce de fleur qu'il faisait à Mathieu Jalibert pour lui permettre de rejoindre l'équipe de France dans les meilleures conditions possibles, de le limiter son temps de jeu et de ne pas lui faire jouer tout le match, parce que bah, effectivement il a quand même une vraie carte à jouer sur ce tournoi en l'absence de Romain Tamac, où le poste de numéro 10 lui semble promis, et on espère tous qui va tout déchirer sur ce tournoi et qui va fermer beaucoup de bouches. Donc il y a un peu, nous, cette schizophrénie de trésorier du Jalib FC, supporter de l'équipe de France et de l'UBB en même temps. Donc c'est assez compliqué de faire la part des choses. Mais moi, en tant que supporter de l'UBB, c'est ce qui nous intéresse là sur le podcast des UBBistes, je ne suis pas extrêmement content de cette gestion-là, parce que je trouve que par rapport à d'autres joueurs, par exemple, tu vois, un Nicolas Deporter, il a joué 80 minutes. Pourtant, Nicolas Deporter, il a joué 1200 minutes cette saison contre 1000 pour Mathieu Jalibert, et il a tout autant
une grosse carte à jouer pour s'installer en équipe de France. Et pourquoi du coup faire cette fleur à Mathieu Jalibert, qui en plus marche sur l'eau, et du coup tu te dis que si tu le fais sortir, tu te mets quand même un peu tu te tires une balle dans le pied pour finir ce match. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi c'est quand même quelque chose qui me fait un peu tiquer. J'ai pas forcément aimé aussi la justification de Yannick Bru quand il dit si on n'est pas capable de tenir un score sur 25 minutes sans Mathieu Jalibert, alors il n'y aura rien pour nous cette saison. Je n'ai aucun regret. Mais en fait, on n'a pas été capable de tenir ce score, donc du coup, il n'y aura rien pour nous. C'est ça que tu es en train de dire. Enfin, là, on comprend qu'il est en train de piquer du coup ses autres joueurs. Mais voilà, je trouve que il prend une trop grande place, ou en tout cas, le coaching a été trop fait en tenant compte du joueur et surtout de l'équipe de France. L'équipe de France nous prend encore des minutes en plus par rapport à ce qu'elle va nous prendre avec les faux doublons et les vrais doublons. Et du coup, moi, j'aurais aimé que, en fait, on joue ce match normalement comme s'il n'y avait pas d'équipe de France derrière et que, on se donne toutes les chances de l'emporter. Ouais, c'est sûr que si t'as Mathieu sur le terrain un quart d'heure ou 20 minutes de plus, c'est possible que le score soit pas le même. Tellement il était dominant à chaque fois qu'il touchait le ballon. Voilà, bon, on l'a déjà dit, hein, il était incroyable. Après, la différence avec Nico, je pense, c'est le passif de Mathieu. Forcément, Mathieu est un joueur qui se pète énormément. Alors même s'il a changé, on l'a un peu, enfin, il avait un peu évoqué, il y avait un reportage sur France 2 où il montrait qu'il avait changé son alimentation, sa préparation, mais ça reste un joueur qui a été longtemps embêté, notamment dans ces périodes en février avec ses ischios. Donc, à la différence d'un Nico qui, en fait, est jamais blessé. La seule fois où il était blessé, c'est parce qu'il s'est pris un bus dans la tronche, quoi. Mais c'est un joueur qui est quand même beaucoup moins fragile musculairement. Mais après, effectivement, si on pense alors moi, ma théorie, c'est juste que en fait, Yannick Bru, toujours pareil, c'est un tableur Excel. Je pense qu'avant le match, c'était déjà prédéfini et que peu importe le match, Mathieu devait jouer moins de 60 minutes. Et donc en fait, si on avait gagné de plus, il serait pas sorti à la mi-temps. Si on avait gagné de moins ou si on perdait de moins, en fait, je pense que ça a été prévu comme ça initialement et il est pas sorti de sa règle. Mais effectivement, on peut regretter du fait que ça nous coûte un peu la suite de la saison, ou en tout cas, ça nous complexifie la suite de la saison, alors que il était tellement important, quoi. Donc c'est toujours pareil, à court terme, je pense que c'est une erreur. Est-ce qu'à long terme, ça va faire du bien à Mathieu? Et donc de fait, s'il passe un bon mois de février, on aura un super Mathieu après. Je sais pas si ça va changer des masses, mais ouais, effectivement, ça peut coûter un peu cher si jamais on n'arrive pas à réagir par la suite, quoi. C'est un très bon choix humain, c'est un très mauvais choix rugby. Parce que Mathieu, au-delà de. Je suis d'accord avec Yann. En fait, la différence avec Nico, avec Yoram, avec tous ces mecs-là et tout, c'est qu'en fait, Mathieu, il s'est pété toute sa vie et il s'est pété dans les moments importants, que ce soit avec le 15 de France ou avec nous. Parce que l'an dernier, moi, c'est la première saison où je me dis, ah, ben on a un Mathieu Jalibert en forme sur les phases finales, en fait, tu vois. Donc, il s'est pété toute sa life, ce mec. Donc là, effectivement, il y avait le reportage de Stade 2 là où il a changé plein de trucs et tout, et puis on le voit d'ailleurs, ça va mieux, tu vois. Je touche du bois, il se pète moins. Il est mieux préparé, il est plus rapide, il est plus véloce qu'avant. Enfin, vraiment, il est dans une meilleure forme. Mais par contre, le problème, c'est que sur ce match-là, où effectivement, ça se trouve, c'était prévu avant, c'était juste des datas, etc., où c'était un gentleman agreement entre eux, sur ce match-là, le problème, c'est qu'effectivement, t'as pas LBB, t'as pas Lucu, et t'as un autre choix qui vient avec le choix de faire sortir Jalibert, c'est faire sortir Rayassi pour Buros, plutôt que de faire sortir Huberti pour faire glisser Rayassi à l'aile et mettre Buros derrière. Et donc le problème, c'est qu'en fait, non seulement tu fais sortir ton facteur X ultime et le meilleur 10 de la planète, mais en plus, il y a personne pour compenser certains trucs, parce que au-delà du simple fait que t'aies plus ce facteur X là, par exemple, si t'as Lucu sur le terrain, c'est plus le même match, parce qu'on s'est fait bouffer à la fin, notamment dans l'occupation. Et ils ont joué dans notre camp les 15-20 dernières minutes, avec des coups de pied où on trouve à peine nos 22, tu vois. Si t'as Lucu, c'est plus le même match.
En fait, c'est plein de trucs comme ça où du coup, Jalibert, à ce moment-là du match et à ce moment-là de la saison et dans ce contexte-là, il est trop important dans ce match pour que tu le fasses sortir à ce moment-là du match où le match est vraiment pas fait, où rien n'est fait, le score est pas fait. Tu mets Uto qui a 18 piges à la charnière. T'as Carberry qui est un bon joueur mais qui est pas Mathieu Jalibert. Et encore une fois, tu fais sortir Rayassi qui est un vrai facteur X. Alors, on va en parler, qui a vraiment, et ça on l'a déjà évoqué, moi je l'ai déjà évoqué sur ce podcast avec vous, sur les fondamentaux du poste de 15, il a des vrais trous. Par contre, en 11, c'est un vrai facteur. Un 11 ou en 14, peu importe, mais à l'aile, c'est un vrai facteur X. Huberti, qui est pas un 11, enfin qui est pas un ailier ultra performant, qui est vraiment meilleur au centre. Du coup, tu te retrouves avec Huberti à l'aile, qui a pas ce truc de facteur X, qui est un bon joueur, un bon ferrailleur, mais qui a pas ce truc, qui casse pas des plaquages, qui va pas faire des courses improbables et tout. Si tu te retrouves à ce moment-là du match avec Buros, Rayassi, Penaud, même sans Jalibert, je suis à peu près sûr qu'il y a un monde où tu t'en sors. Là, en fait, c'est l'enchaînement de choix et la corrélation entre ces choix qui fait qu'on se retrouve à perdre le match, je pense. Et le coaching est vraiment difficile, tu vois, à Tu vois, justifier. je pense qu'ils se sont dit exactement la même chose que toi parce qu'à la 75e, Rayassi re-rentre et Huberti sort, mais trop tard. Et pour finir, moi, sur le point, la sortie de Jalibert, c'est que Martin Pagerello se pète, Retière se pète, et qu'en fait, du coup, moi, ce qui me dérange, c'est se dire, ben non, mais quoi qu'il arrive, on reste sur pas plus d'une heure de jeu pour Mathieu, quoi qu'il arrive. Sauf que le quoi qu'il arrive, ça veut dire que tu mets en danger, entre guillemets, d'une part, ton équipe, ton score et le résultat, mais tu as aussi un mec de 18 piges qui revient d'une chirurgie au genou, qui ne devait pas jouer ce match-là et que tu fais du coup jouer quasiment une demi-heure. Moi, c'est plutôt ça qui m'embête aussi, c'est que, en fait, quoi qu'il arrive, Mathieu Jalibert va passer en priorité, quitte à mettre en danger, entre guillemets, un petit de 18 piges. Et je trouve que le message est aussi pas bon par rapport à des mecs comme Boris Palu, Mathis Perchaud, Carl Oussadi. Des mecs en fait qui eux se mettent en danger parce qu'ils jouent beaucoup trop depuis le début de saison. C'est aberrant, Boris Palu il n'a toujours pas manqué un match. Mathis Perchaud il a manqué un seul match. Carl Oussadi il joue beaucoup trop et on se demande quand est-ce qu'il va péter. Du coup, eux, ces mecs-là, c'est pas un problème de les mettre en danger. Mais par contre, Mathieu Jalibert qui est ta star, il faut le protéger. Je trouve que par rapport vis-à-vis du groupe, en fait, je trouve que c'est pas un bon message et que du coup, on met le joueur en avant et que en fait, le collectif passe après et les résultats encore après. Et moi, c'est plutôt ça qui m'a dérangé dans cette décision, même si en fait, je la comprends et je trouve ça très bien pour Mathieu. Mais moi, je vois l'équipe avant tout et je trouve que c'est problématique pour pas mal de raisons. Et c'est la faute des médias. Par contre, enfin désolé, je vais pas balancer un truc comme ça là, vraiment Ouais, c'est les Jean-Marie Illuminati, je Bigard. Mais c'est non mais en fait on en a tellement fait médiatiquement autour de ce truc Jalibert, Ntamak et tout que du coup c'est arrivé jusqu'au staff de l'UBB. Tu vois, enfin ils sont plus intelligents que ça, ils savent mieux que ça et encore une fois nous on est personne par rapport à Yannick Brou et son staff. Hein. Mais en fait il y a ce côté, c'est un truc, c'est tellement devenu un monstre médiatique, c'est ce débat là entre Ntamak, Jalibert, ouais Jalibert il est pas bon en équipe de France, Jalibert machin et tout. Encore une fois, ce qui est pas vrai en plus, les gens qui regardent les matchs le savent que Jalibert il a des vrais gros matchs références en équipe de France, donc en fait on devrait pas en être là dans la carrière de Mathieu Jalibert. Ntamak est pété, la question devrait même pas se poser, même Ntamak en forme, la question devrait pas se poser. Le problème c'est que médiatiquement ça a pris tellement de place et tellement de poids ce débat, je te dis c'est arrivé jusqu'au staff de l'équipe de France, parce que le staff de l'équipe de France sait pertinemment que c'est sa dernière chance à Jalibert. Et que s'il peut pas arriver en forme à 100% à Marcoussis, il se grille peut-être une cartouche et peut-être qu'il revient avec le moral dans les chaussettes parce que justement les médias vont en parler à H24. Et moi je pense vraiment que ça a été tellement de la connerie ce débat là, on en a tellement parlé que du coup les staffs sont obligés de faire en fonction parce que comme tu dis, Palu, Perchaud, etc. ils sont pas protégés. Et Uto qui aurait pas dû jouer, si Jalibert reste sur le terrain, Uto il rentre pas. Et ça je suis d'accord avec toi, ça c'est un problème. Là, vraiment, là, entièrement d'accord avec toi, c'est un problème. Parce que si tu restes avec Carberry, Jalibert, et même tu le fais sortir à la 70e, à la 75e, Jalibert, pour que vraiment, tu vois, à 70e, tu vois qu'il est pas pété, tu le fais sortir, Uto il rentre, il peut jouer 10 minutes quand même, tu vois, ça lui donne du rythme, c'est très bien. Là, je pense que, comme tu dis, ils sont pas sortis de leur plan, et ça, par contre, c'est problématique.
Ouais, après, je sais pas si c'est pas vraiment lié aux fragilités de Mathieu, hein, tout simplement, hein. Enfin, vraiment, on sait en plus que quand t'es à Marcoussis, c'est pas simplement les matchs qui sont éreintants, t'as aussi les entraînements. On se rappelle que Buros, on l'a perdu très longtemps avec une simple béquille où en fait il s'était déchiré complètement la cuisse. Donc je sais pas. Est-ce qu'ils ont pas voulu aller, ce qu'ils disaient, hein, de pas l'amener dans une zone rouge pour qu'ensuite peut-être qu'il encaisse plus facilement ses semaines d'entraînement et qu'il revienne pareil, hein, tu vois, qu'ils reviennent en forme, suffisamment en forme pour tenir jusqu'à la finale. Ce qui a manqué, hein, c'est pas pour rien d'ailleurs que Louis n'a pas joué non plus. Louis, il a très très mal vécu le dernier tour de la Six Nations. Alors, il a été sursollicité parce que il a été élu joueur du tournoi, etc. Mais ça use. Alors, tu vois, est-ce qu'ils n'ont pas anticipé l'après-tournoi qui va être très costaud parce qu'on va recevoir le Stade Toulousain. Donc forcément, il y en a qui vont devoir enchaîner parce que c'est une équipe qui va vouloir nous taper chez nous. Et après, on va directement attaquer. Enfin, il y a un match à l'extérieur et après, on attaque la Champions Cup, quoi. Donc, je sais pas. Est-ce qu'ils ont des éléments qui font que après, j'entends le. Je pense que le gros coup dur, c'est la blessure de Pagerello. Ça nous a bien fait chier. Uto, j'ose espérer que même s'il n'était pas prévu, c'était juste une histoire de cardio et pas une histoire qu'il a encore des fragilités. Tu vois que bon, c'est vraiment juste qu'il a 5 minutes dans les pattes en pro, quoi. Donc voilà. Bon, de toute façon, on verra comment se déroule la suite. Mais c'est vrai que ces coachings ont été un peu compliqués, hein. C'est comme, bah, vous l'avez évoqué, hein, Rayassi en 15. De toute façon, globalement, je trouve que dans les points positifs qu'on a évoqués, c'était que des individualités. Et je trouve que collectivement, on s'est un peu perdu. La circulation était pas bonne. Rayassi était un peu perdu dans le fond de terrain. Retière, pareil, qui a pas son poste, il était un peu perdu. J'ai trouvé, parfois, on le retrouvait ça un peu dans certains matchs, la défense, où collectivement, on n'était pas du tout connecté. On s'est fait percer trop de fois. À un moment, l'essai de Ward, Ouberti se fait complètement aspirer par le ballon et il va prendre avec Moefana Dakuaka alors qu'il a son ailier à prendre qui est Ward. Voilà, on a trop fait, on a trop joué trop tout seul et on est retrouvé dans les travers parce que manger 5 essais, c'est pas notre défense. C'est pas ce qu'on avait montré à Bristol où on avait été énorme. C'est pas ce qu'on a monté contre les Saints, même si à la fin ils marquent 4 essais. Voilà, ça j'étais un peu déçu parce que bah, collectivement on n'était pas connectés. Est-ce que c'est aussi les mecs qui sont, bah, il y a un peu d'usure mentale physique qui fait que bah, t'as moins envie de te faire mal, même si c'est inconscient et c'est plus compliqué à faire les efforts. Mais c'est vrai que collectivement ce match, je trouve on n'a pas su répondre présent et tu vois avant le match avec Cyril on disait bah, qui tu prendrais comme joueur au Stade Français. Bah, à part Melikidze, on a dit personne, quoi. En fait, tous nos joueurs individuellement, ils sont au-dessus. Je change pas un Dakuwaka pour un Louis, pour le moins au monde, même un Deporter ou un pour un Ward, Moefana pour un Tanivili, Jalibert Carbonel, j'en prends même pas. Enfin, voilà, individuellement, il n'y a pas photo. Par contre, Enfin, eux, ils ont. d'après Gustard, Carbonel est le meilleur 10 de top 14, hein. Oui, mais bon, Il a dit après. peut-être. Il a dit Carbonel est peut-être le meilleur 10 de top 14. Il a dit peut-être. Donc Maybe, on maybe. va lui laisser le bénéfice du doute. Il a dit que Léo Barré aussi était extraordinaire. Il a beaucoup de talent, Léo Barré. En ce moment, c'est une énorme pompe. Voilà. Je dis, Ouais, je me mais une permets. énorme pompe, mais qui te met des petits coups de pied dans le dos du Berti pour les essais Ah d'Akuwaka. bah Donc, parce qu'on a été nul à chier sur la couverture. Hein. D'ailleurs, enfin, C'est pas barré. Hein. petit point, Pablo Huberti, il devait pas être fixé en 13 cette saison, ce qui amène à ma deuxième question. La gestion de Sean Mousquet, il n'a pas joué depuis le 13 décembre contre les Scarlets, Scarlett. où il avait Et joué Tchegara, en 15. il est blessé ou quoi aussi? Non, Ou il est non. dispo? Je pense qu'ils sont dispo. Les deux là, alors enfin il y a certainement un truc, mais effectivement moi Huberti à l'aile, j'aime pas. Voilà. Alors Huberti au centre, j'aime bien. contre le Racing, ça avait été bien, mais parce que la perf au global de l'équipe, Oui, parce que j'allais dire, on leur a roulé dessus. C'est là, encore, sur ce genre de mais match, bon. tu vois, en vitesse, en défense, bah, t'as un Draxler en face, peut-être que mettre Sean Mousquet, qui est sûrement un peu plus rapide, bah, ça Qui aurait est bon pu- défenseur en plus. qui défend bien, oui, mais après, Huberti défend bien, mais il est quand même moins rapide. En termes de Factor X, Mousquet, il a quand même des petits appuis qui peuvent te libérer des espaces. Voilà, je sais pas, j'aime beaucoup Pablo, je préfère quand même en 13 et j'aimerais bien revoir Ouais, Chan. pareil, voilà. Donc en soi, pourquoi ne pas avoir remis un petit peu Chan qui n'a pas joué depuis un mois et demi?
Non, mais de toute façon, comme vous l'avez dit, hein, je pense que il aurait fallu avoir un triangle arrière, Buros, Rayassi et Damien. En fait, en plus, c'est ce qu'on va voir pour les doublons, je pense. Donc, et un Van Rensburg, alors je sais pas ce qu'il a, mais sur le banc, quoi. Pour t'amener un peu dans ce dernière 20-25 minutes, un peu de perforation, parce que forcément, on manque un peu de masse devant. Parce que... Bon, après, je reprocherai aux remplaçants, parce que c'est pareil, la phrase de Bruges, j'ai pas rebondi dessus, mais les 25 dernières minutes, en fait, c'est pas ça le problème. C'est les 4 essais qu'on mange avant, quoi, avec l'équipe type. Voilà, enfin, le match, on le perd là. Les deux qu'on mange en 10 minutes, ils sont pas là, les remplaçants. Bah, Ils c'est sont même ça. pas échauffés encore, donc bon. Donc le fait de tenir un score, c'est un miracle que Jalibert nous remette dans le match, en fait. C'est plus ça. On doit jamais manger ces 4 essais. Alors, c'est pas Jalibert qui nous met dans le match, je trouve. C'est nos avants, c'est nos gros, qui dominent outrageusement en mêlée notamment les gros du Stade français. Et là, on reprend le dessus, on s'installe quand même dans le camp du Stade français. Quand Jalibert justement fait un peu le coup de la corde à linge à Abadi, bah, c'est les gros qui nous ont permis d'arriver là. J'ai trouvé que c'était plutôt eux qui nous avaient remis dans le match. Et après, effectivement, qui nous ramènent au score. Oui, là, c'est plutôt les exploits de Jalibert, mais on a eu des occasions avant de se rapprocher. Et ça, je trouve que c'est d'abord les gros qui l'ont fait. Je trouve que c'est plutôt derrière qu'on a failli, hors le secteur de la touche, et peut-être qu'on va en toucher Ouais, deux c'est ce mots. que j'allais dire. J'allais dire, c'est bien de prendre des pénalités sur mêlée pour pouvoir nous rapprocher et rentrer dans les 22 du Stade français. Par contre, si c'est pour chier la touche derrière à chaque putain de fois, c'est pas la peine, hein, les gars, de gagner les mêlées. Hein. Ça sert à rien de prendre des pénalités sur mêlée Alors, si on n'est pas foutu derrière de récupérer une touche. Hein. pas, Vraiment, hein, ça pas sert à à rien. chaque Hein. fois, mais une fois sur deux. Ouais, et puis une fois sur deux, à chaque fois qu'on est dans leur camp, par contre, hein, parce que les touches à 50, trop fort. Hein. On est trop fort sur le milieu de terrain au niveau de la touche. Par contre, à chaque fois qu'on a eu une occasion, on s'est troué sur la touche. Et c'est pas. Alors, ça nous fait 3 mauvais lancers, un pas droit et 2 où il lobe son bloc-saut. Après, il y a les lifters, il y a les jumpers. Enfin, il y a eu. Tout le monde a été nul à chier sur la touche. Ouais, je le dis, je suis désolé. Parce que en plus, petit trauma où ça nous rappelle quand même l'an dernier en top 14, où on était monstrueux avec Petit en Champions Cup, on était la meilleure touche d'Europe. Par contre, en top 14, on était la pire. Là, vraiment, hier, même sensation que l'an dernier. J'ai eu vraiment ce moment de putain, on va se gâcher. Et c'est pour ça que aussi, il faut pas être trop défaitiste avec cette défaite. Parce que tu captes 3 touches de plus, tu gagnes le match. Même 2 touches de plus. Ce match, il s'est joué enfin, oui, ça se joue sur des détails. Bon, bref, genre de conneries là. Il s'est joué sur des détails le match, mais il s'est surtout joué sur la touche où tu peux pas en fait avoir une rampe de lancement aussi déficiente quand tu joues contre le Stade Français Paris, qui est pas l'équipe la plus sexy à regarder jouer, etc., qui est troisième à égalité avec toi. Donc ça veut dire qu'apparemment ils font quelque chose de bien, tu vois, et qu'ils gagnent des matchs et qu'ils sont bons dans certains secteurs, apparemment, puisqu'ils sont troisième quand même. Tu peux pas avoir un secteur de conquête aussi défaillant, c'est pas possible. Et effectivement, Jalibert dépendance, bam, Cameron Wauquiez dépendance, alors que t'as Mathieu, alors que t'as Coleman, alors que t'as du monde quand même, tu vois. Bah, tu Et là, vois, c'est même. Ouais, vas-y, on va dire la même Ouais, chose, je pense. ah, ok. Parce que là, c'est même. Tu vois, effectivement, on a évoqué les lancers ratés, mais même collectivement, j'ai en mémoire cette touche là où t'as un duel, juste avant, t'as le duel entre Penaud Barré, Barré fait un en avant, c'est repris devant, il y a pénalité, on part à 5 mètres. Là, cette touche là, on est à 5 mètres, on est à 28-26. Donc, c'est-à-dire qu'on marque cet essai, le match est plié. Et t'as Mathieu qui s'endort sur la touche, alors que le bloc saut pas lui, il est tout seul. Et Mathieu s'endort, il oublie de lifter derrière. Donc tu vois, c'est ce que j'expliquais, le truc de collectivement, je ne nous ai pas du tout senti connectés du tout. Et sur plein de secteurs comme ça, là, enfin Mathieu, c'est pas possible qu'il s'endorme là-dessus, tu vois. Et en fait, il le sait parce que ce touche, ils la font tout le temps. Et Palu, il était très bien, son bloc saut était parfait. Sauf que, ben, forcément, il n'y a pas l'extension. Gray, qui devait un peu fatiguer, ben, il peut pas lever Palu comme il lève Mathieu tout seul, parce que c'est pas le même jump. Et là, on perd cette touche alors que c'était une action. Et ça, on le retrouve parfois quand collectivement on se délite. Alors quand on met la marche en avant et qu'on est tous concernés, on met des branlées. Par contre, quand on se délite, on a parfois ces actions de match qui peuvent soit nous remettre dans le match, soit tuer le match, et ça, on n'arrive pas à le faire cette saison. À l'aller, c'était pareil. À un moment, on était contre le Stade Français, on était en grosse difficulté, et t'as Mousquet qui loupe ce 2 contre 1.
Alors qu'il a juste à aller chercher une passe de 10 mètres et Louis, il marque l'essai, il va trop vite. Pareil, Pagerello qui rate, au lieu de projeter au pied, il garde le ballon. Et plusieurs fois, on a eu des occasions de tuer le match, et soit parce qu'on loupe une touche, soit parce on coffre un ballon. Et ça, c'est vrai que cette année, quand collectivement on n'est pas trop soudés, on se délite et on perd le fil du match et on n'arrive pas à se retrouver sur des momentum, tu vois. Parce que là, en fait, cette touche, on la capte, vu qu'en plus, je trouve qu'on était plutôt pas mal sur les portées. On arrivait vraiment à les mettre en difficulté. En plus, c'était une bonne zone puisque c'était un milieu. Enfin, il y a plein de possibilités après pour pivoter et pour aller marquer des essais. Eh ben, tu le regrettes, quoi. Parce qu'après, en fait, et en plus après, il y a aucun fait de jeu avec nous, quoi. Parce que l'essai qu'on prend de Tanga, putain, on récupère la touche, quoi. On arrive à faire un contre en touche. Sadi qui se dit, je vais faire une passe. Je sais pas, putain. Si tu sais pas faire de passe, Carlou, tu fais 140 kilos, va péter, on fait un rug et après on le dégagera plus tard, quoi. Donc C'est vrai. ouais. C'est vrai, c'est vrai. Après, on a eu des petits faits de jeu quand même, hein, sur l'essai de Poirot. Bon, on a quand même Ouais. des petits éléments en notre faveur. Mais moi, en fait, on n'avait pas du tout dire la même chose, mais c'était plus moi, j'allais rebondir sur ce que disait Dylan. Bah, on a cette qui dépendance en touche, comme on avait la petite dépendance en touche la saison dernière. Toujours est-il que cette saison, on a eu, je crois que c'est Mathis Perchaud d'ailleurs qui en parlait dans Top Rugby sur TV7, le match à Montpellier qui avait été cata en touche. Ce match-là, mais dans l'ensemble, c'est quand même très positif la touche cette saison, donc il ne faut pas non plus tout jeter. J'ai vu que, bon après forcément sur les réseaux sociaux, mais que déjà on parlait de l'entraîneur en touche, qu'il fallait remettre tout en question. Non, le travail qui est fait est très bon, que ce soit en touche offensive comme défensive. Voilà, là ça n'a pas connecté, ça arrive. Ça fait jamais plaisir. Je pense que les mecs là, ils vont bien bûcher cette semaine. Il y avait les conditions effectivement, bon, qui étaient les mêmes pour les deux équipes, mais qui aident pas en plus. Enfin bon, voilà, la fatigue, voilà, va falloir qu'à Montauban ça aille bien mieux dans ce secteur-là. Condorcet, il fait pas un bon match, ça c'est sûr, hein, parce qu'après il faut le Oui, lyncher pour autant. Euh, c'est pareil, hein. Ça fait combien de temps qu'il a pas joué? Bah, il est rentré à Bristol et après. Et en fait, c'est ça, il a même pas un et demi de match dans les jambes. En plus, on sait que c'est pas non plus sa qualité première et que c'est un genre de joueur qu'il faut. Enfin, tu vois, les connexions, il y a un peu de tout, quoi, hein. Quand tu changes en fait 90% de ton alignement, pareil, Palu, il démarre 7, donc en fait, il est pas positionné en 4 en touche. Mathieu, à un moment, enfin, ou Jacobs qui décale de 6 à 4, Gray de 4 à 5. Enfin bon, voilà, il y a tous les postes qui changent. À la fin, on a un pack qu'on n'a jamais vu cette année. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas vu des miracles quand la motte est rentrée. Tu vois, on pourrait se dire si c'est que le lancer avec Max qui a amené cette constance. Bon, ben en fait c'est pas le cas. Je pense que là, collectivement, on n'était pas préparé et on a réussi à faire des bons matchs en touche sans Woki. Même si Woki a fait beaucoup de matchs, mais j'ai en mémoire le match contre le Loup où Mathieu avait chopé un certain nombre de ballons tout seul. Bon, il y avait aussi Beauchaton qui était pas mal sur ce match. Mais bon, allez, je trouve quand même que cette année, c'est quand même un secteur plutôt positif, que ce soit en Champions ou en Top 14. Voilà, là, par contre, on a fait notre match kata comme on avait fait notre match kata au Racing l'année dernière. Oui, c'est ça, hein, c'est pas une remise en question effectivement de la touche cette saison, c'est bien mieux que la saison dernière justement. Mais par contre, enfin ce genre de presta là, c'est terrible, hein. Parce que tu gagnes une mêlée, en plus c'est les mêmes gars, tu vois. C'est les mêmes gars qui gagnent la mêlée et qui après vont se trouver la touche. Donc en plus, putain, tu t'es donné pour gagner une mêlée, parce que c'est quand même énergivore. C'est quand même du combat, faut quand même être solide dans la tête et sur les appuis. Tu prends une mêlée, tu prends une deuxième mêlée, une troisième mêlée, une quatrième mêlée. À chaque fois que tu vas en touche, tu trouves la touche derrière. Quand même, enfin, c'est dommage parce que vraiment, c'est un match qui se joue sur ce secteur-là parce que on a eu vraiment beaucoup de munitions et la dernière touche à la 82e, c'est quand même très représentatif de ce match où on a ce qu'il faut, on a la munition qu'il faut au moment qu'il faut et on fait n'importe quoi, tu vois. Enfin, c'est triste, hein. Ouais, Carrément. triste. Mais bon. Euh, est-ce qu'on a d'autres points négatifs où vous avez fait le tour?
Ah, c'est Ouais, pas mal déjà. les 25 dernières minutes, justement, mais après, c'est pas forcément corrélé avec la sortie de Jalibert, mais c'est juste que Jalibert, comme il crée des espaces et qu'il crée des actions improbables, t'as l'impression qu'il y a du décalage. Les 25 dernières minutes, on n'arrive à rien. Alors, c'est parce que ça défend bien en face, mais on n'arrive à rien. On crée aucune situation. Eux, ils se consomment pas dans les rucks. Il y a aucune situation où on les met en danger, où on casse une ligne, où on gagne un impact. Il y a aucune situation qui peut créer de l'incertitude, en fait, et on les laisse dominer par leur défense et pendant 25 minutes on s'est fatigué à la fin à leur rentrer dans la gueule et pas à mettre un point, tu vois. Mais on a, Donc Ouais. bon. mais on a la balle de match. Et on loupe Ouais, la et on touche. a quand même la balle de match qu'on trouve. Voilà, on a cette pénalité justement à force de leur rentrer dans la gueule, ils finissent par faire enfin une faute. On a la pénalité et on a une touche à 5 et on n'y arrive pas. Donc c'est dommage, mais je trouve que ça a été dur ces 25 dernières minutes où au stade ça a été long, ça a été chiant. En replay, je me suis dit ah ouais c'est vraiment comme je l'avais vu, c'est-à-dire il se passe rien. Juste on s'empale sur la défense, on tente rien, le peu content, on tente un coup de pied, Buros, il le met direct en touche. Enfin, tu vois, il n'y avait pas d'inspiration, il n'y avait pas de connexion. C'était dur à manger les 25 dernières minutes quand même. Ouais, ouais, non, c'est. Puis, ouais, Carberry, tu vois, qui essaye, qui prend. En fait, il prend un peu son temps, mais c'est vrai que. Ouais, c'est. Manque de magie. Il quand peut même. rien faire Carberry. Il peut, ouais, puis, non, mais puis, sur ces 25 dernières minutes, moi du stade, je m'étais dit, putain, ça pêche dans l'animation Carberry. Et là, en gros, il peut rien faire. Il peut rien faire. Il y a personne qui se propose au bon endroit au bon moment. À chaque fois que quelqu'un se propose, il donne la bonne balle dans le bon timing. Ça doit arriver 2 fois, 3 fois. Il y a notamment une percée de Lamotte, qui est peut-être la seule percée des 20 dernières minutes. Il donne la balle dans le bon timing, il n'y a rien à dire, tu vois. Mais en fait, c'est juste que personne lui offre rien. Et que Uto fait une entrée compliquée parce qu'il n'avait pas prévu de jouer 30 minutes, je pense. Donc Carberry, lui, il passe de 9 à 10. Alors déjà, il n'est pas censé jouer 9 à la base. Enfin, pour le coup, c'est vraiment pas de sa faute. Je pense qu'il a fait de son mieux, là, pour le coup. Et peut-être un peu plus de diagonale au pied. Peut-être qu'on aurait dû tenter un peu plus parce qu'il sait le faire et on l'a pas trop vu à l'UBB, ça, malheureusement. Mais peut-être un peu plus ces grandes diagonales au pied où il arrivait à trouver, tu vois, des espaces. Ça, c'est peut-être ce qui a manqué sur un match comme ça où le Carberry d'il y a 3-4 ans, il aurait fait une différence. Là, malheureusement, il y avait pas d'espace, il y avait rien. On s'est emplâtré sur une défense qui était vraiment hyper solide et nous, on n'avait pas d'inspiration. Bah, c'est comme ça, hein, c'est le rugby, tu vois. Ouais, puis la bonne défense en face. Voilà pour les points négatifs. Moi, j'avais un semi-point négatif, c'est Patrick Sébastien mis à l'honneur par l'UBB. Il est sur le terrain avec Maxime Lucu, il est entre les présidents présidentiels. Pourquoi? Enfin, alors oui, enfin, on connaît son vécu de président de club de rugby, mais enfin, je me dis, ce personnage-là mis à l'honneur, bon, euh, parce que ça faisait marrer Laurent Marty qu'il fasse un tir mon doigt à Thomas Lombard en présidentiel, je sais pas. Alors qu'on a un chanteur populaire avec les cheveux longs blonds à Bordeaux qu'on aurait très bien pu mettre en avant. La légende absolue Somariba. Je comprends pas pourquoi on a choisi Patrick Sébastien plutôt que l'illustre Somariba. Mais écoute, Ouais. c'est terrible. Après, bon, toi, Terrible. t'es un grand fan du collectif métissé. Bien sûr, j'ai un tatouage même dans le dos. Oui, en bas du dos, ouais. Ouais. Mais ouais, bref, enfin, ça pose, ça pose pas d'énormes questions, mais c'est vrai que ça a surpris pas mal de monde hein, sur les réseaux. Grave. Voilà, Patrick Sébastien, au moment, c'est peut-être pas, bon, c'était peut-être pas la prio. C'est pas lui qui se faisait pomper sur scène en plus il y a 6 mois là? Si, C'est si, lui, ouais. hein? Ouais, bon, voilà, le choix est. Bah, c'est les valeurs, hein. C'est les copains, hein. Qu'est-ce que Ouais. je te dis. Peut-être Voilà, que Laurent hein. Marty veut partir en vacances au Cap d'Agde. Écoute. Bah, voilà, hein. Bien sûr. Voilà pour ces points négatifs. Je vous propose qu'on passe de suite au point classement. Et donc, au point classement, bah, les nouvelles sont pas bonnes. Le compte, ils sont pas très bons. On passe de la 4e place à la 6e place. Donc, on glisse un petit peu. On a 40 points. Tout comme Clermont qui est 5e. Derrière nous, c'est Montpellier 7e avec 39 points. Et suit ensuite le Castres Olympique, La Rochelle, le Racing avec 37 points. Et Bayonne, tu vois, qui était très en vogue en ce début de saison. Bah, ils sont 11e. Bon, après, ils ont paumé contre Castres à domicile. Ils ont 35 points. Et ensuite, Loup, Perpignan, Montauban. Et si on regarde un peu plus haut, bah, finalement, Toulon et Paris, qui sont 3e et 4e, ne sont qu'à 3 points devant. Pau, 47 points. Et bah, Toulouse, 53 points. On peut leur enlever 10 points. Ils seront toujours dans les 2 premiers. Si on regarde maintenant le classement britannique qui nous intéresse un petit peu plus parce qu'on est sur un nombre de matchs joués
impair, puisqu'on a joué 15 matchs. Bon, c'est pire. C'est qu'on est 9e. Donc, on rappelle que le classement britannique pondère les victoires à l'extérieur. En gros, tu gagnes à domicile, ça te rapporte 0 points. Tu perds à domicile, tu perds 4 points. Et si tu gagnes à l'extérieur, ça te rapporte 4 points. Ça pourrait changer de toute façon, puisque ça, c'est la magie du top 14. On va se déplacer le week-end prochain à Montauban et qu'il faudra absolument faire une bonne opération pour recoller au classement britannique et puis rattraper les Toulon et Stade Français qui sont devant. Après, Stade Français, du coup, devrait recevoir. Voilà, il y a encore 2 matchs là qui vont arriver qui vont être assez cruciaux. Donc, le déplacement à Montauban et la réception de Castres. Vous avez quelque chose à notifier sur ce classement ou pas? Ouais, moi j'ai un truc à dire. Je trouve ça important que le Stade Français se déplace à Montpellier, parce que là on parle du coup de nos adversaires directs. Donc c'est un match vraiment pas facile pour eux. Donc il y a un monde où, en plus ils sortent là d'une grosse victoire à l'extérieur. Je pense qu'il y a un monde où ils peuvent prendre une rouste, tu vois. 2 déplacements d'affilée en plus, c'est pas évident quand même. Montpellier, ça joue bien au rugby cette saison. Nous, faut qu'on prenne 5 points. Enfin là, il y a plus trop de débat. Et Toulon, ça va à Pau. Donc ça c'est pareil. C'est des matchs intéressants pour nous parce que c'est des matchs où, suivant qui gagne, l'autre, il reste à portée de fusil, tu vois. Là, on est à 40 points. Tu peux espérer en prendre 4 minimum, voire 5. Paris, ils sont à 43. Toulon, ils sont à 43. Bon, voilà. Je pense que c'est pas dramatique notre position au classement, là maintenant tout de suite, vu qu'on se déplace à Montauban et que les autres s'affrontent entre eux, tu vois. Plutôt d'accord. Ouais, mais on va en reparler juste après dans le point sur le match contre Montauban. Mais c'est vrai que victoire assez obligatoire. Bon, vu qu'on a fini le point classement, je vous propose qu'on passe aux actus du club. Et on va commencer avec un oubli la semaine dernière qui nous a été signifié sur Twitter. C'est le prêt de Jacques Ngambous au Stade Montois en Pro D2. Je crois d'ailleurs qu'il a déjà joué. Il était sur le Ouais, banc. j'ai pas vu le match. T'as pas vu le match. Bon, du coup, bravo à lui. Mais, Ils ont mais, gagné. mais en tout cas, ouais, ils ont gagné, mais en tout cas, alors c'est intéressant à voir à court terme le fait que peut-être que Zapedowski parce que là, il était dans les plus 5 les réservistes de l'UBB, et peut-être ils ont enfin voilà, il est plus en avance peut-être Zapedowski que le grand Jacques, et donc ils ont préféré le prêter à un club qui plutôt en plus un club qui joue, où il va pouvoir se développer et avoir, parce que bon, la Pro D2 ça quand même ça tape devant, donc c'est plutôt intéressant, tu vois, pour que il amène cette dimension combat avec la Pro D2 et qui devienne un peu plus mature. Mais le staff a visiblement beaucoup d'attentes sur le jeune polonais Zapedowski. Ouais, écoute, c'est bien du coup s'il peut prendre du temps de jeu. Si le staff ne compte pas tellement sur lui sur cette deuxième partie de saison et préfère Adam. Autre news, et ça du coup on sentait quand même un peu venir le truc, puisqu'il avait dénoncé son année en option. Donc on se disait soit c'est pour prolonger plus longtemps, soit c'est pour partir. Mais où? Martin Pagerello prolonge à l'UBB jusqu'en 2028. Donc plutôt que de faire une seule année en plus, il va en faire 2. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que finalement, sur les matchs là, qu'on a pu voir de lui, il a fini quand même par s'acclimater. Il y a eu quelques scories un peu en début de saison, un peu des. Tu en as mentionné une Yann au Stade Français, enfin une Chistera malvenue, enfin voilà, il y avait quand même quelques petites choses, et puis finalement là il semble s'être bien mis au diapason, bien intégré dans l'effectif, et puis il apporte mine de rien pas mal quand Maxime n'est pas là. Il n'y a pas meilleur que lui à son poste de dispo en fait. Tu vois, c'est pas plus compliqué que ça. Gif en plus. Bon, il est international, donc ça c'est un souci pendant les doublons, mais les doublons étrangers, il n'y a pas de faux doublons par exemple, il n'y a pas les joueurs protégés, etc. C'est un. Je pense que c'est la meilleure pioche qu'on pouvait faire, hein. Moi, encore une fois, je pense qu'il y a quelques défauts, etc. Déjà, il est jeune, il peut encore s'améliorer, et en plus, il est en train de s'adapter au système de l'UBB. Quand il joue plus posément, mais qu'il a toujours ce truc de créer l'incertitude en bord de ruck, c'est vraiment un poison pour les défenses. Euh, Enfin, il n'y avait pas de raison de ne pas le prolonger, encore une fois, parce que sur le marché, il n'y a pas mieux. Que là, il commence à vraiment s'intégrer au groupe et au style de jeu de l'UBB. T'es content de l'avoir pour encore 2 ans, je pense, hein, vraiment. Ouais, c'est parfait. En plus,
Ça permet de développer quand même cette triplette là avec donc il y a Max le patron, lui un intermédiaire et puis le très jeune talentueux. Donc c'est plutôt intéressant. Et puis tu as toujours la petite pièce maîtresse Retière, que ce soit sur le banc ou parfois pour les vrais doublons. Donc ouais, ça commence à être un effectif enfin l'effectif de l'année prochaine commence à être super bien construit, tu vois, entre la prolongation de Falatea qui te cale un peu un gif à droite, le recrutement XXL de Willis, la prolongation de Rayassi Pagerello. Euh, c'est sympa, Alex Moon. très sympa. Alex Moon aussi qui vient compléter ton paquet d'avant parce que Gray va partir. Ouais, c'est très intéressant. Ouais, on a hâte. Par contre, Pagerello est blessé. Blessure au cartilage du sternum, quelque Ouais, chose comme Du ça. sternum, ouais. On n'en il sait respire pas plus, plus. quoi. Il n'y a pas vraiment eu de communication sur une durée. On le cherche quand Non, même aux entraînements. Ouais. Est-ce qu'il va pouvoir jouer? Et- Cartilage, ça veut tout dire et rien dire en plus, hein. C'est terrible, hein. mais visiblement c'est douloureux quoi. Ah ouais, bah sternum en plus, c'est terrible, surtout au rugby. Mais cartilage, ça veut tout dire et rien dire, à quel point le cartilage est abîmé, et fissuré, fracturé, tu vois. Enfin, cartilage, c'est vraiment, c'est très général, tu vois. Donc on va attendre des vraies nouvelles officielles du club, mais j'ai l'impression que, en fait, il était prévu sur la feuille, donc je sais pas quoi en penser, tu vois. Je me dis qu'il était prévu pour commencer le match, donc c'est que ça doit pas être non plus, enfin jusqu'à 1 heure avant le match, il était prévu, tu vois. Ouais, mais ça, tu vois, Donc c'est qu'il s'est entraîné dans la semaine. Caso, il devait faire le déplacement à Bristol. Il le fait pas. Et finalement, en fait, tu te rends compte Ouais, que oui, la oui, semaine c'est vrai. d'après, Finalement, il joue pas la semaine d'après ouais, non plus, ouais. donc c'est bizarre. J'espère qu'on va pas partir sur 3 mois de blessure. Alors, c'est les Italiens qui doivent faire la gueule aussi. L'équipe nationale d'Italie. Parce que eux, c'est pareil, ils ont pas un réservoir extensible, surtout en demi d'ouverture. En demi de mêlée, pardon. Demi-mêlée. Je sais pas. Ouais, le cartilage, ça veut tout dire et rien dire. Donc, on espère que ça va revenir vite. Et après, nous, en même temps, en tant que fan de l'UBB, là, on arrive dans la période du tournoi. Donc, qui se repose 1 mois ou une semaine, c'est pareil, tu vois. Ouais. Oui, non, de toute façon, on comptait pas tellement sur lui, à part sur les faux doublons, mais là, c'est compliqué de toute façon sur ce format-là. Bon, on va en reparler juste après. Les Lions ont repris l'élite 1 par une victoire à Grenoble sur le score de 14-27. Alors, j'ai vu une story du club qui disait que le match était diffusé sur Twitch, sur la chaîne Twitch des Lions. Ce qui m'a surpris, mais c'est impossible de regarder en replay, donc ça c'est un peu dommage. Mais je leur ai posé la question sur Insta, j'attends des infos, parce que si c'est quelque chose qu'ils font sur les matchs à l'extérieur, ça peut être très très cool. Elle reste troisième de ce classement, il y a la 9e journée ce week-end et elles recevront Toulon dimanche à 14h30 à Saint-Germain-au-Bouscat. On vous encourage à y aller pour les encourager. Et pendant ce temps-là, c'est les deux leaders de la poule, Toulouse qui va à Clermont pour défier l'ASM Romagna. Ça, ce sera aussi dimanche, il me semble. Donc l'occasion pour les Lions de faire un petit rapproché au classement. Voilà pour les news. Je vous propose qu'on passe du coup à la preview du match à Montauban. Alors, il va falloir prendre les 5 points, ni plus ni moins. Oui. Mais avant ça, parce qu'il y a quand même une équipe en face qui galère, qui en a pris 30 contre l'USAP ce week-end. Moi, j'avoue que je les ai très peu vus jouer. Je connais très peu de joueurs. Est-ce que vous avez plus de billes à nous raconter sur Montauban? Quels sont les principaux joueurs? Comment ça se passe pour eux cette saison? J'ai vu les matchs sur les multi-rugby ou les matchs, tu vois, qui étaient. Bon, ils ont pas eu beaucoup de matchs en prime, les pauvres, mais les matchs de 14h30 ou des trucs comme ça. Mais effectivement, j'ai pas suivi non plus avec autant d'attention que d'autres clubs. Je les ai vus jouer, effectivement. Beaucoup de. C'est cliché de dire ça, mais beaucoup de courage, beaucoup de valeur, beaucoup d'envie, tu vois. Mais évidemment, c'est un effectif. C'est compliqué Montauban parce que bah, c'est une équipe qui était pas prévue pour la montée, donc c'est une équipe qui avait pas le budget, qui a pas eu le temps de recruter. Donc c'est une équipe de Pro D2, une bonne équipe de Pro D2, de top 6 de Pro D2, mais c'est pas une équipe de top 14 et ça se voit. Et là Perpignan s'est réveillé par exemple et ça y est, enfin je pense que là les carottes sont cuites un peu pour Montauban.
Là, pour moi, et je crois que j'étais déjà venu avant un match contre Montauban, où j'avais dit avec tout le respect pour Montauban, faut qu'on prenne 5 points, il n'y a pas de débat. Et du coup, je crois que c'était pour le match aller, donc je le dis pour le match retour. Avec tout le respect pour Montauban, faut qu'on prenne les 5 points. Il y a pas d'autre solution, peu importe l'équipe que tu alignes. Peu importe le nombre de PT que tu as, peu importe, il peut pas y avoir d'excuses contre une équipe, encore une fois, quand tu es le champion d'Europe, double finaliste du top 14, tu ne peux pas perdre à Montauban. Ce serait là vraiment, par contre, ce serait grave. Et là, ce serait une sortie de route assez terrible. Surtout qu'en plus, les pauvres, ouais, déjà que la saison commence à être longue, je pense que là, la branlée qu'ils ont pris à Perpignan, où ils ont vraiment pas existé, ça finit de les tuer. Tu vois, autant à l'aller, ils ont réussi à espérer, parce que Perpignan était en grosse difficulté, ils ont réussi à gagner. Là, t'as 14 points d'écart, je crois, quasiment entre les deux. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont... Non, il y a moins. Il y a moins. Perpignan à 14 points et Montauban à 7 points. Donc il y a 7 points d'écart. Ouais, mais donc bon, déjà, ouais, effectivement, c'est pas 14. Non, mais du coup, ils ont gagné qu'un match. Ils ont fait un nul miracle, mais tu vois, ils ont fait un nul miracle contre Montpellier, qui a fait un match à l'envers. Donc toujours, parfois, ils arrivent avec un peu quelques joueurs s'y prennent feu. Moi, j'aime bien. Enfin, il y a toujours leur allié fidjien qui avait fait des formidables phases finales l'année dernière, donc Vichy. J'aime beaucoup aussi devant le pilier gauche, Thomas Boué. Alors c'est compliqué parce que bien sûr t'es pas un pack ultra dominant, donc tu te fais un peu démonter tous les week-ends et en plus tu perds. Mais il est hyper mobile, il arrive à gagner les impacts. J'aime beaucoup ce petit pilier gauche, vraiment qui est encore jeune, je crois qu'il a moins de 25 ans. Donc c'est très bon joueur, mais voilà. Là, je pense que la saison commence à être très longue pour eux. Je pense qu'ils espèrent plus le barrage. Donc on va avoir quand même une équipe assez déprimée. Donc effectivement, comme elle a dit Dylan, là on n'a pas le choix, quoi. C'est-à-dire que là, en plus, il faut montrer, on aura quasiment un pack type, au moins en tout cas pas loin. Donc voilà. Putain, attends, t'es en vacances la semaine d'après en plus. Ouais, c'est Donc ça. t'as pas à te dire putain, faut gérer les mecs, machin et tout. Là, faut y aller. C'est un match que tu dois gagner. T'es à l'extérieur, tu dois, encore une fois. Je crois beaucoup au statut, moi, ce genre de trucs en rugby qui sont des sports de force, qui sont des sports de combat. Normalement, quand t'es le champion d'Europe en titre, tu vois, c'est l'effet Stade Toulousain qu'on appelle dans la boxe l'effet Tyson, où quand tu rentres sur le terrain, le mec en face a déjà un peu perdu, tu vois. Et là, il faut que tu arrives en disant, bah en fait, non, on est le champion d'Europe, on est double finaliste du top 14. Désolé, Montauban, avec tout le respect qu'on a pour vous, on va vous rouler sur la gueule. Surtout on est vexé, parce qu'à chaque fois que le Stade Toulousain y perd, on te dit, ah, attention à la réaction la semaine d'après du Stade Toulousain. Là, c'est pareil, on a été blessé, maintenant, attention à la réaction de l'UBB, tu vois. Faut vraiment qu'on assume notre statut, là, cette saison, je pense. C'est un truc important. Il faudra pas se tromper de match et pas essayer de tout jouer n'importe comment. Non, je pense un match de champion, ouais. Ouais, il faudra essayer de construire un peu comme l'a fait Clermont. Alors c'était très très moche, on a le droit de faire des passes aussi, mais on n'est pas obligé de faire 40 portées. Mais ce serait bien un peu que nos gros, tu vois, le premier essai, ce serait bien qu'on on le marque après une touche, tu vois. Alors soit on fait un porté et on arrive à avancer, ou même un ballon joué à la main à 5 mètres. Mais voilà, le premier essai, j'aimerais bien que ce soit les gros qui le marquent et pas une relance après 1000 rebonds, etc. Tu vois. J'aimerais bien ça. Surtout que, vu ce qu'on va aligner derrière, effectivement, on le mentionnait sur le match contre le Stade Français, on va avoir moins de créateurs. Donc ça risque d'être moins huilé que quand on a la patrouille de France. Donc effectivement, il va falloir commencer par devant. Et par contre, on va avoir des potentiels manquants. Cyril Cazot, Arthur Retière, Jean-Luc Duprez, Pierre Beauchaton, toujours pas de nouvelles. Marco Gazzotti a repris l'entraînement cette semaine, mais est-ce qu'il sera apte? Rien n'est moins sûr. Martin Pagerello, on ne sait pas. Lucu, il sera sûrement pas encore remis. Il manque quand même un petit peu de monde. S'ajoute à ça le fait que, vu que l'équipe de France joue jeudi prochain, c'est pas 23 joueurs, mais 28 joueurs qui vont être préservés par l'équipe de France. En tant que joueur, j'allais dire premium, mais non, c'est juste les joueurs conservés. Donc il nous manquera forcément Louis Bielbiarré, Yoram Moefana, Nicolas Deporter, Mathieu Jalibert. Tu peux ajouter à ça quasiment certain Maxime Lamotte, puisqu'ils vont sûrement garder un troisième talon pour le match.
est-ce qu'un Cameron Wauquiez ou un Temo Mathieu va arriver à avoir cette place un peu de réserviste de 24e sur le match contre l'Irlande et donc Mathieu, être c'est préservé. quasiment sûr. Franchement, Donc, tu peux imaginer qu'un vu Mathieu que tu soit prends pas pas là du Aldrit, tout. je pense que Mathieu, il va être protégé aussi, ouais. C'est une possibilité. Après, il y a il y a le truc aussi où t'as pas le droit de garder des mecs réservistes plus de 2 fois, donc il va falloir qu'ils calculent Ouais, c'est aussi. 3 allers-retours, je crois, max, Ouais, sur toute la durée du tournoi et pas 2 fois d'affilée. Enfin, il y a une nouvelle Si règle tu comme ne joues ça. pas, il me semble. Oui, si tu joues pas, oui. Oui, si tu joues pas. Il suffit après de le faire jouer, tu vois, en De sortie le de mettre sur la banc. feuille une fois, ouais, Ouais. bien sûr. c'est vrai, ouais. Donc oui, ça c'est des nouvelles règles de l'accord FFR-LNR qui du coup changent un peu pour éviter qu'en fait il y ait des mecs qui fassent l'aller-retour type, tu vois, un Romain Buros par exemple qui a pu le faire par le passé ou même un Max Lamotte où en gros bah, tu vas dans la liste des 42 toutes les semaines et puis bah, tous les jeudis ou mercredis t'es renvoyé dans ton club Ouais, c'est ça. et en fait bah, tu t'épuises quoi. Donc là, du coup, si tu joues pas t'as une certaine limite d'aller-retour en gros à Marcoussis que tu peux faire. Du coup, ce qui nous donne en termes de composition possible, ce qu'on projette nous, en première ligne, Poirot, Konorsa, Tamifuna. Avec, je vous donne du coup la première ligne remplaçante pour que ce soit cohérent. Boniface, Christian Everett, du coup l'espoir, et Thomas Taufa. T'as envie de mettre Taoufa, mais je pense. C'est vrai qu'on aime bien Taoufa. Mais je pense que ça dit, il va enchaîner un. Mais Carlou, peut-être, mais moi je le garderai pour Castres. Ça dit sur le banc 20 minutes. Ouais, mais encore une fois, t'as T'as une 2 semaine de semaines. repos. Une semaine, ouais. Donc, enfin, t'as une semaine de repos complet, donc il n'y a pas de match le week-end d'après. Je pense que c'est le moment de mettre tes. Encore une fois, c'est un match que t'as pas le droit de perdre, tu vois. Donc, Tofa, on l'aime beaucoup, mais je crois qu'il faut des certitudes là quand même. Ou sinon, il faut plus équilibrer, quoi. Première ligne. Parce que là, c'est vrai que pour le coup, ça fait une première ligne remplaçante assez. Tu vois, quitte à mettre un patron, il en faut un, quoi. Avec Everett, de toute façon, il faudrait qu'il soit entouré de. J'ai pas trop confiance, mais bon, voilà, on verra. Ouais, ok. Non, c'est vrai que je sais pas pourquoi dans ma tête il y avait un doublon. Enfin bref. Non, Euh, mais c'est parce que à chaque fois, on discutait que Sadi était trop, enfin, jouait beaucoup trop, quoi. Et que forcément, à un moment donné, Taoufa, il faut qu'il serve à quelque chose et parfois il faut mettre de la rotation. Et effectivement, mon tombant tombait super bien, mais en fait, le truc, c'est qu'après, tout le monde part en vacances. Vous savez combien de matchs a joué Carlos Sadi cette saison? Beaucoup trop. 18. T'imagines, c'est 18. plus que les. 18. Oh putain, encore un point de plus pour Dylan. Ouais, c'est après le quiz. 18, combien de fois titulaire? Bah, 17. 15, ce qui est énorme. Ah ouais, putain, j'ai l'impression 870 que minutes. Big Ben. Ah putain, waouh. Et Ah, encore, surtout pilier droit, quoi. c'est sur les deux premiers matchs où il est remplaçant. Enfin, Après, il court pas, donc d'ailleurs, je pense qu'il ne sait pas courir. Donc, du coup, c'est bon. Il doit pas trop s'épuiser. Il s'épuise sur les mêlées, quoi. ouais, mais il a 150 kilos à bouger quand même. Hein. Non, mais je sais, je plaisante. C'est vrai que comme il est pas très actif dans le jeu, c'est vraiment pilier droit de mêlée, quoi. Pilier droit de mêlée qui casse la gueule à tout le monde en mêlée fermée, mais c'est vrai que c'est pas Big Ben dans le jeu, tu vois. C'est vrai. Mais c'est mieux. Il y a du C'est de mieux. mieux en Je sais mieux. plus quel match où on l'avait envoyé au charbon un peu. Ouais. C'était Avec marrant. le pauvre, ça, il faut pas faire ça, hein, parce que sinon il va péter. Hein. Mais surtout qu'il joue tout le match. Bon, bref, du coup, Carlos Sadi, un 19e match cette saison sur, du coup, ça fera 16 plus 4, 20 possible. Ça nous dérange pas. Mais en fait, c'était avant qu'il fallait faire tourner, quoi. C'est ce que Ouais, j'ai là, dit. tu peux pas. En fait, là, t'as aucune largesse. Même Aucune. contre Montauban. Tu vois, le match Ouais. aller contre Montauban, j'ai vu beaucoup de gens dire mais pourquoi on a mis autant de joueurs premium, enfin de cadres, sachant qu'on en a mis 70, est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre un peu moins de mecs, en reposer certains parce qu'on joue une équipe un peu plus faible. Après, il y a la pression du résultat, mais. Ouais, mais t'as les Et en vacances, fait, il y a enfin, jamais, t'as la il y a semaine jamais d'après une qui est bonne. off. Mais oui, En mais fait, bon, c'est les après, vacances après. oui, et puis après, Castres, du coup, il devra jouer. Enfin, Ouais, en mais fait, du coup, il si va t'as une finir semaine avec. de repos, c'est le moment de les faire jouer, tu vois. Je sais pas. Enfin, pour moi, c'est moins un problème de le faire jouer maintenant qu'il y a 2 semaines, tu vois, par exemple. Enfin, là, pour moi, c'est pas vraiment un problème, là. C'est avant qu'il fallait faire tourner, je suis d'accord avec Yann. Ouais. Voilà. Bon, bah tant pis. Bah, du coup, on repart avec ce bon vieux Carlou. Mais bon, Ça serait bien. s'il se pète ce week-end, je vais gueuler. Bon, ben Hein. voilà. Je vous dirai, je vous le dirai. Hein. Mais bon, bref. Déjà, j'ai été surpris qu'il se pète au cou parce qu'il a pas de cou. Mais là, il peut pas avoir il peut pas avoir de blessure. Là, il est invincible. En deuxième ligne, alors j'ai mis
Coleman Caso, mais Caso très incertain, avec Gray sur le banc. Gray qui est quand même avec l'équipe d'Écosse, mais qui sera rendu à l'UBB vu qu'il n'y a pas d'accord avec la fédération écossaise. En fait, j'ai enlevé Palu de ma feuille, mais du coup, si Caso est pas là, ce sera peut-être un Palu Coleman. C'est même sûr, pas lui. Je pense qu'il a pas le droit aux vacances, lui non plus. Je pense que c'est interdit. Donc, comme ça Ouais, dit, pas lui, c'est terrible par contre. Oh. comme ça dit, pareil. Pourquoi c'est plus terrible que ça dit à un match près? Non, c'est plus terrible parce que Palu, il est plus actif, etc. Et c'est pas, non, mais je dis pas qu'il faut le faire tourner sur ce match, mais c'est terrible de pas. Enfin, t'as des mecs enfin bon, bref. Moi, je pense qu'il va enchaîner. Hein. T'as des mecs en fait que tu peux mettre, au pilier droit, t'as moins de certitude derrière. Sadi, si t'as pas cette belle doublette avec Falatea qui est pété en ce moment, si t'as pas Sadi Big Ben, t'as quand même beaucoup moins de certitude. Palu, là, on l'a fait jouer en troisième ligne, tu vois. Bon, on a des blessés en troisième ligne, mais quitte à y aller, faites rentrer un espoir. Enfin, Palu, pour le coup, moi, je trouve que. Bon, faire attention quand même. En plus, il est très grand, les grands, ça se pète, on le sait. Enfin, attention quand même. Hein. Ouais. Bon, Ouais. Palu Coleman. Mais il va jouer. Hein. Franchement, c'est sûr. Hein. Enfin, tu vois, je pense qu'il va encore enchaîner, lui. Hein. Ouais. Soit sur le banc, soit titulaire. Hein, mais je le vois encore enchaîner, comme Coleman. Hein. Donc, ça va... Bon, Coleman, il a moins de matchs au compteur, mais il commence à en avoir quelques-uns quand même. Hein. Ça y est. Bah, Putain, tout le monde dit. il est revenu quand en novembre, il me semble. Jean-Luc Duprez, s'il est dispo, mais ça, on ne sait pas non plus. Bastien Verne Taillefer et Cameron Oki en troisième ligne. Bon, ça c'est propre. Après, de toute façon, on n'aura pas Mais Mathieu. Donc, est-ce qu'on aura Duprez et est-ce qu'on aura Oki? oui, ça c'est une question, ouais. Sachant que sur Ouais. le banc, du coup, j'ai fait un banc en 6+2, j'ai mis Gardra et Mathieu. Mais Mathieu, pareil, du coup, si on part du principe qu'il est avec l'équipe de France. Enfin, ça peut être quand même un petit peu coton, hein, cette composition à établir pour le staff. Hein. Mais de toute façon, ouais, je pense qu'ils vont. Celle-là peut être dur, ouais. Vraiment. Celle-là peut être vraiment dure. Gazzo, en fonction de sa forme et comment il revient, tu vois. Là, ça peut être bien de le mettre, de le glisser en 6 à la place de Duprez, tu vois. Ouais, ou si sur le Duprez n'est banc. pas dispo. Sur le banc, et Ou puis sur le banc, ouais. Gardra Titu. Ouais. Là, c'est là où je me dis, c'est quand même dommage, toujours pareil, que Ipsaï ne soit pas encore en Ah reprise, ouais, quoi. ouais, parce que c'est dans ces moments-là qu'il serait trop important. Hein. T'as la doublette Ipsaïen Bissu. En fait, tu comptais sur eux, mine de rien. Oui. Sur justement ce genre de match. Et ils sont tous les deux pétés. Donc, Cette saison, Ipsaïen Bissus, c'était clairement c'était un peu le double joker, quoi. Après, vraiment de ouais. ça. Ouais, carrément. Après, il y a peut-être Jacobs aussi qui va enchaîner. Ouais. Je pense que parce que je sais pas si t'as mis Jacobs. Non, je l'avais pas mis. Enfin, en gros, je l'ai un peu sorti parce que j'avais remigré. Enfin, bref. Ouais, Mais parce que je pense qu'il est. Jacobs, oui, clairement, il est apte et il s'envoie. Il Donc, sera devant. Ouais, il sera devant Gardra, quoi. Si jamais il y en a un qui doit jouer, je pense que Jacobs quand même s'inscrit plus dans la rotation maintenant, quoi. Bah, Jacobs, je le vois plus remplacer un Duprez dans le profil et gardera plutôt Ouais. un Woki dans le profil aérien. Mais oui, après, on a quand même du Jacobs. Après, ça fait jeune, hein, quand même, hein, tout ça. Mais bon. C'est pour sur ça, la- je pense qu'il y a, ouais, il y a forcément ceux qui sont des titulaires et qui vont pouvoir se reposer la semaine prochaine. Je pense qu'il faudra quand même les mettre pour qu'il y ait une certaine sérénité, tu vois. Parce que il y a mine de rien, même derrière, on va devoir faire un peu. T'as ton trio qui joue souvent, mais après on va devoir un peu jongler au centre, forcément. Quand t'as pas Moefana des porteurs, tu vas faire une paire qui a peut-être jamais joué cette année ensemble. Bah, alors, attends. Sur la charnière, d'abord, Uto Ouais. Carberry. Ouais, c'est pareil, c'est innovant. Bah, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont joué 25 minutes ensemble contre le Stade Peut-être. français. Ouais, Même là, t'as si pas le choix. je Donc, pense au que moins, c'est plus parce qu'il n'y a plus le choix et que ça arrivait comme là, ça. t'as Mais vraiment pas le choix. là, pas le choix. Est-ce que Uto peut tenir 80 minutes? Non. Non, clairement, non, mais clairement pas. Voilà la réponse là pour le coup, elle est Je pense évidente. pas, ouais. Ce À qui part fait si vraiment il que pleut et qu'on que des t'es- pick and go, quoi. tu es obligé d'avoir un 9 Ouais. ou un 10 sur ton banc. Sur le triangle arrière, Rayassi, Penaud, Buros. Et Ouais. au Oui. centre, Van Rensburg, Huberti. Ouais, clairement. Très bien. Donc voilà. Et sur le banc, du coup, j'ai fait un banc en 6+2 avec Laharag et Mousquès. Du Ouais. coup, si Uto doit sortir, ça te fait quand même une charnière Carberry-Laharag. Là, C'est bon, ça. inédit. Là, faut commencer à se pincer le nez. Hein. À tout moment, Mousquet qui vient dépanner en neuf parce qu'il y en a un autre qui se pète et tout. Putain, va falloir.
Ça devient dur la charnière quand même, hein. Entre les blessures et les doublons, là c'est violent cette année, hein. Donc je maintiens qu'il faut qu'on joue devant, hein. Ouais, j'avoue, putain, l'animation va être dure derrière, hein. Puis, Van Rensburg-Huberty, je suis pas sûr qu'ils aient des connexions de fou non plus. Parce qu'on parle toujours de la connexion à la charnière, mais la connexion au centre, c'est encore plus important. Je suis vraiment pas sûr. Enfin, t'as Rayassi, Penaud qui sont des facteurs X, donc sur un malentendu, ils peuvent traverser le terrain. T'as Buros qui a quand même un gros pied et qui à la limite peut Ouais. peut-être glisser, dépanner en 10, qui peut faire, même dans l'animation, juste s'insérer en deuxième 10, tu vois, pour recréer une double animation derrière, ça peut le faire. Mais après, putain, va falloir être très solide devant justement pour faire un match de cochon et s'imposer comme ça, tu vois. Mais t'as un très beau triangle arrière. Rayassi, T'as un Penaud, triangle Buros, sexy, j'aime ouais. beaucoup. Ouais. C'est très sexy, ouais. Je pense que là, voilà, il faudra pas faire tomber des ballons ou parce que là, ça peut aller très vite, quoi. Et puis j'aimerais bien qu'ils arrivent à circuler autour de Carberry, parce que forcément, Carberry, même s'il est assez lent, il arrive quand même à bien distribuer autour de lui. Donc si les deux, ils arrivent à dézonner, vu comment ils sont solides, ils vont pouvoir embêter un peu cette équipe de Montauban qui a du mal quand même on l'a vu contre Perpignan, hein, ils sont un peu fait secouer dès qu'il y avait un peu de masse, contre Yato, Toulagi, etc. Donc c'est des joueurs qui arrivent à casser facilement les plaquages. Donc si on arrive un peu à amener cette rupture avec Carberry et eux, qui arrivent à lancer, même Van Resbourg, tu vois, t'as pas besoin de réfléchir, hein, quand tu fais des lancements de jeu avec Van Resbourg, tu l'envoies sur Beauviel, bon, ça fait le ménage, quoi. Ouais. Je pense que ça va Euh, être simple. et du coup, ça je crois que je l'ai pas dit, mais le match est à 16h30 ce samedi, donc pendant le multiplex. Donc il sera à suivre sur les chaînes un peu annexes de Canal+. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Un peu le match de la peur quand même, parce qu'on arrive avec une équipe un peu, j'allais dire, fait de briques et de broc. Ce serait quand même peut-être pas très respectueux, mais en tout cas, ça bricole pour faire des ajustements et trouver des équilibres. Donc